Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision encore ce matin. Nous sommes le mercredi 11 septembre 2019, lendemain de discours présidentiel. Nous aurons l'occasion ce matin de revenir longuement, largement sur ce discours du président Paul Biya. D'ailleurs, voici un extrait important à relever. Je le cite. C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Fin de citation signée Paul Biya le 09-09-2019. On voit très bien que la numérologie en la matière nous renseigne beaucoup sur le cap qui est fixé désormais 10-09-19. Le Cameroun devra rester un pays avec 10 régions. Le président l'a acté hier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la fin de ce mois arrive à grands pas. On a désormais 19 jours seulement pour mettre en place ce dialogue-là. Il ne faut pas qu'on nous fasse un autre glissement de date avec ce dialogue national annoncé hier par le chef de l'État, Madame, Monsieur. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Ce qui est certain, c'est que ce qui a été dit hier montre à suffisance qu'on aurait pu mettre en place ce dialogue il y a quelques mois, quelques années déjà, alors que beaucoup de Camerounais revendiquaient, demandaient à corps et à cri ce dialogue-là. On va également dire ce matin, Madame, Monsieur, que mardi prochain, nous serons le 17 septembre 2019 et va s'ouvrir à New York, aux États-Unis, la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce sera l'occasion aussi pour les nations du monde de se pencher sur la question du Cameroun. Et le président Paul Biya a déjà annoncé hier le cap. Le Cameroun s'est résolument tourné vers un dialogue national. Le mot inclusif n'a pas été prononcé. On a parlé de grand dialogue national. Le mot inclusif n'a pas été donc prononcé par le président Paul Biya. Il a essayé de dire sans exclusive. On peut imaginer que ça veut aussi dire inclusif. En tout cas, nous aurons l'occasion ce matin d'en parler et d'en reparler sur ce plateau, Madame, Messieurs, un plateau éminemment républicain, éminemment citoyen, éminemment démocratique, puisque toutes les sensibilités vont se retrouver encore ce matin. Alors, l'équipe est en place, hein. Soyez tranquilles comme chaque matin. D'abord vous, Monsieur Mbachou Chalamel, je dois vous dire bonjour ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, plein d'interrogations se posent dans la zone du Sud-Ouest. Qui est en train de faire main basse sur les terres dûment acquis par des Camerounais? Étaient-ce les autorités en charge, en complicité avec certains bandits, certains prévaricateurs? Les nouvelles qui nous viennent du Sud-Ouest ne sont pas bonnes. Il semblerait que là-bas, il y a une même mise, il y a une même base qui est faite sur les terrains, en complicité avec des autorités administratives de la ville. Beaucoup perdent leur terrain, beaucoup de titres fonciers sont établis de ce côté, pour des gens qui avaient des champs, des gens qui avaient acheté, qui se préparaient à construire. Alors s'il y a le chef de l'État à parler, à qui s'adresse-t-il? À ceux qui veulent rentrer ou à ceux qui sont en train de chasser ceux qui veulent rentrer? Alors, il faut à votre suite, Monsieur Mbachou Chalamel, préciser que le Premier ministre a tout récemment déclaré les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en plus de la région de l'extrême Nord, comme des régions économiquement sinistrées. Et sur ces questions de titres fonciers, on peut imaginer qu'on est clairement là dans les conséquences, les suites de ce que nous avions annoncé ici, alerté en disant que, attention, avertissement pour avertissement, il risque d'y avoir la surenchère là-bas. Les gens risquent
aller là-bas foutre des choses pas possibles du tout pour profiter de cette situation malheureusement. Et de ce que vous dites ce matin, on voit très bien que les gens veulent aller faire un hold-up sur les terrains là-bas. Donc il y a lieu de s'en inquiéter et de le dénoncer sur ce plateau. Le drame, M. Eric Fopoussi, c'est que c'est des noms de personnes insoupçonnables. Tout à fait. De noms de personnes, des autorités administratives insoupçonnables qui sont en train de défiler. On est en train de citer les noms des autorités administratives qui, en complicité, en duplicité avec des chefs de village et des brigands, sont en train de revendre des terres qui ont été dûment acquis en établissant de faux titres fonciers, M. Eric Fopoussi. Alors ça veut dire que c'est très grave dans cette zone. J'ai bien peur que ce que le chef de l'État a dit ne soit un coup d'épée dans l'eau, M. Eric Fopoussi. Parce que lorsque vous vous attaquez à la terre et au bien d'autrui, M. Eric Fopoussi, il n'y aura pas plus grosse révolution dans ce pays que cela. Voilà, à 14 000 faux titres fonciers. Imaginez-vous le Sud-Ouest aujourd'hui, ceux qui avaient acheté des terrains. Je vous assure, depuis le pont du Mungo, jusqu'au Sud-Ouest, il y a un braquage terrible sur les biens des gens, en complicité avec les autorités administratives. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire et affaires à suivre. En tout cas, on doit également ce matin interpeller le ministre des Domaines, des Affaires foncières ce matin, Henri Eyebe est ici, qui doit évidemment prendre à bras le corps cette question. Il est inadmissible qu'on ait ce type de situation aujourd'hui. Des gens ont fui la guerre, ont fui les armes. Il n'est pas question qu'on s'approprie leurs terres en leur absence. Ça, c'est une chose qui devra également être débattu au grand dialogue national d'ici la fin du mois, tout au plus tard, dans 19 jours. Donc, Monsieur Batchou Chalamel, on vous retrouvera plus tard dans l'émission, dans votre colère quotidienne, j'ai envie de dire ce matin, Madame, Messieurs. Également sur le plateau, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. On se rappelle que le 2 septembre dernier, le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, a signé un communiqué de presse qui demandait aux populations de mettre à disposition des équipes de vaccination leurs enfants filles de 9 ans pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Seulement, cette communication ne mentionne pas l'effectivité de ce vaccin qui demande une deuxième partie, une deuxième vague qui, elle, sera payante pour les populations. Voilà, donc là, ce matin, nous interpellons Monsieur le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, docteur Manaouda Malachi, qui doit clairement expliquer aux populations camerounaises que ce vaccin contre le col de l'utérus se fait en 2 doses, parce que tous les grands experts le disent, c'est 2 doses pour être totalement préservé et sauvé de ce cancer-là. Mais malheureusement, la communication qui est faite n'est faite que sur une seule dose, et on ne dit pas assez que cette deuxième dose va coûter de l'argent et que ça coûtera cher. Donc, on parle là d'un coup d'épée dans l'eau, ça pourrait être également un coup d'épée dans l'eau. Il faut donc interroger cette question-là. J'aimerais également dire que le dire n'est pas souscrire à un discours pessimiste qui fait rage dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des nihilistes. Nous ne sommes pas des gens anti-vaccins, parce qu'on voit un discours populiste qui est entretenu sur la toile, des gens qui estiment qu'il ne faut pas prendre de vaccin parce qu'il y a un complot européen qui viserait à rendre stériles nos enfants. Nous ne sommes pas sur cette ligne-là. Nous disons que les vaccins, c'est bien, mais il faut dire la vérité aux gens sur ce qui va les attendre. C'est notre propos ce matin, pour ne pas céder le pont à ces discours irresponsables et irresponsabilisants de certaines personnes sur la toile pour créer, on va le dire comme ça, des complots qui n'existent nulle part. Donc Karine Sontia, qu'on va retrouver à 11h05, sera avec nous pour la revue des réseaux sociaux ce matin. Madame, Monsieur, restez avec nous. Également sur le plateau ce matin, Vouboro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. 2 choses ce matin. La première, à la suite de Charles Hamel, la prochaine révolution camerounaise sera foncière. En plus de ce qui se passe dans le sud-ouest, le professeur Nkoumvondo l'avait déjà dénoncé en Gaoundéré, où des procès sont en cours, il en a gagné certains. Pourquoi? Parce que les chefs de terre, comme on les appelle, les sous-préfets, sont devenus les chefs de terrain. Comme la loi recommande qu'il soit président des commissions de délivrance, des commissions consultatives de délivrance des titres fonciers, et que
Les chefs sont des auxiliaires d'administration. Vous voyez bien que le chef ne peut pas parler fort devant son supérieur hiérarchique. On aboutit donc à des faux titres fonciers, à des manipulations de tout ordre et tout. Parce qu'encore, certains chefs, puisque c'est le même sous-préfet qui procède aux consultations pour la désignation qui sera matérialisée par l'arrêté préfectoral, il y a trop de manigances. Et même, méfiez-vous, quand vous enterrez souvent quelqu'un, quelle est la dernière parole que vous dites? Que la terre de nos ancêtres soit légère. Et c'est cette terre que vous voulez, en fait, vous allez en subir les conséquences. Deuxième chose, ministre Nalova Yongae à Douala, ou alors dans le littoral pour faire des tournées. Madame la ministre, il faudrait donc vous rendre compte cette fois-ci de choses. L'unicité des caisses a empêché le bon fonctionnement des établissements scolaires l'année dernière. Mais également, les inscriptions qui passent par des entreprises de ceci, de cela, je pense que vous allez toucher du doigt, c'est le terme consacré là-bas. Donc, toucher donc du doigt pour que les chefs d'établissement d'enseignement secondaire n'aient plus de problèmes dans l'infirmerie, les registres, les bulletins et tout, que ce soit en ordre. Merci, Madame la ministre. Permettez-moi de prendre une petite poignée de secondes pour, à votre Suibor Bengan, dire notre colère, notre exaspération, déception et tristesse face à une situation qui est déplorable dans nos lycées. On a dit que pour entrer en 6e, on passe par un concours. D'où vient-il que des proviseurs se sont transformés en quoi je ne sais, et que lorsque votre enfant a réussi, parce qu'étant brillant à un concours d'entrée en 6e, qu'on enlève son nom de cette liste-là et qu'on réclame 100 000 francs CFA pour s'inscrire dans un lycée. C'est inacceptable, c'est inadmissible. On parle de république exemplaire en construction. Je pense qu'on commence par là. On ne peut pas admettre que dans nos lycées, des gens viennent installer leur république dans la république et imposent des montants aux parents qui ont déjà beaucoup de souffrance à envoyer les enfants à l'école, parce que vous savez comment le Cameroun est en crise économique, et qu'on ait des gens comme ça. Je ne sais pas comment ils font pour être nommés proviseurs, mais s'ils pensent que c'est en venant faire les poches des parents qu'ils vont rattraper ce qu'ils ont payé pour être nommés proviseurs, il faut que ça cesse. Merci infiniment, parce que c'était important pour moi de faire cela ce matin. Ce n'est pas normal qu'on ait ça au Cameroun. On est clairement là dans un état de non-droit, et on doit le dire encore ce matin. C'est grave ce qui se passe. Madame la ministre, il faut voir ça. C'est pas possible qu'on fasse autant souffrir les parents, qu'on fasse autant de chantage aux parents, avec autant d'argent qu'on demande aux parents. C'est pas normal. On va démarrer l'émission de ce matin, madame, monsieur. Permettez-moi maintenant de me recalmer avec justement l'histoire du jour. Histoire du jour contée par Dominique Audrey Oyengele, qui rit, je sais pas pourquoi elle rit. Parce que vous êtes en colère, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut donner le nom de ces établissements-là. Donc, oui, monsieur, ça se passe comme ça partout. Oui, et voilà. Si ça persiste, il faudrait que les parents dénoncent. Dénoncer. Vous n'avez pas à payer alors que votre enfant a réussi. Voilà. Ok, bonjour Monsieur Fopoussi. Bonjour Dominique Audrey. Bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marina. Marina travaille dans un hôpital de la ville de Douala et elle a eu une relation de 2 ans avec Roger. Une relation... C'est un nom latino-américain, ça, Marina. Oui, visiblement. Marina a eu une relation avec Roger pendant 2 ans et malheureusement, ils se sont séparés. Après la séparation de 2 ans, elle rencontre un autre homme avec qui elle fait 5 ans cette fois-ci. Mais sauf que durant la relation de 5 ans, elle a recommencé à fonctionner, comme on dit au quartier, avec Roger. Donc elle voyait Roger en cachette pendant que l'autre également était là. Elle a contracté une grossesse et elle ne savait pas qui était le père de l'enfant. La grossesse a évolué et elle a accouché. Sauf qu'elle se rend compte, après, quelques mois après la naissance de l'enfant, qu'en fait c'est l'enfant de Roger. Malheureusement, avec le monsieur, le second, ils n'ont pas pu mettre assez de temps, ils se sont séparés. Aujourd'hui, Roger est convaincu que cet enfant est le sien, puisque Marina lui a avoué que cet enfant, en réalité, c'est le tien, mais sauf que mon ex a déjà reconnu l'enfant. Et l'ex en question sait dans sa tête que le bébé de Marina est sa fille, puisque l'enfant a 3 ans aujourd'hui. Le problème de Marina, c'est comment est-ce qu'elle doit dire à son ex que en fait la petite n'est pas de toi, et à côté de ça, je voudrais qu'elle porte le nom de son géniteur.
La question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut changer le nom du père sur un acte de naissance? Et si c'est possible, comment est-ce qu'on fait pour changer un nom sur l'acte? Bon, la réponse sera rapidement trouvée à cette question, mais sauf que il y a d'autres questions encore plus graves. D'abord, quel crédit donner aux affirmations de cette Marina? Bon, Ben a commencé par dire que c'est un prénom latino et on sait comment ça se passe là-bas. Les gens sont à la plage tout le temps, ils sont oisifs et tout ça. Donc, on comprend. Donc, c'est une parenthèse. Pour dire que nous savons tous que, et c'est connu de tout le monde, qu'une femme connaît toujours le père de son enfant. C'est ce qu'on a l'habitude et coutume de le dire. Donc, s'il y a une femme qui n'est pas au courant, qui ne sait pas quel est le père de son enfant, ça veut dire que cette femme est frivole. Ça veut dire que Marina est une femme frivole et qu'elle ne sait pas, évidemment, que telle période, elle a été avec celui-ci, telle autre, elle a été celui-ci. Donc, ça montre qu'elle est... Et si elle les a vus le même jour? Donc, ça veut dire qu'elle est frivole. Donc, une femme qui... Non, mais attends, mais vous écoutez parler. Une femme qui a couché le même jour avec 2 hommes. Bon, bref. Mais monsieur Foposi, ça arrive, c'est la réalité. Bon. Mais je veux dire que... Ça arrive. Comme ça arrive, on donne un qualificatif. Oui. On qualifie. Je commence par vous, mon Omega. Oui. Et justement, il me semble qu'il y a un feuilleton où il y avait des noms là, de Marina. Vous donnez des prénoms aux gens, vous savez, on vous dit ça influence. Voilà donc quelqu'un, vous entretenez des rapports sexuels avec 2 hommes le même jour. Vous savez même dire qu'ils peuvent aller à 3. Et effectivement, voilà. Voilà, donc c'est une femme. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Et après, vous viendrez nous dire que la femme tient à sa dignité. Ça, c'est une femme qui tient à sa dignité, ça? C'est une femme qui fait c'est du féminisme. Non, ça, ce n'est pas une femme qui tient à sa dignité. C'est une femme, vous l'avez dit, elle est frivole, elle est pala. La preuve, elle ne connaît même pas effectivement qui est le père de l'enfant. Et ça, c'est un problème. Un problème et pour elle-même, et pour son enfant, et pour les amants qu'elle a eus. Donc, en fait, c'est un fléau social, cette femme. C'est un fléau. C'est même le genre de femme à éliminer s'il y avait un fumier où on jetterait les êtres humains. Mais bon, il n'y en a pas. On est obligé de vivre avec. Non, c'est pas dur. Non, mais une femme qui ne connaît pas qui l'a enceinté. Non, mais je veux dire que... embêtant. Non, mais attention, mais... Monsieur Foposi, il n'y a pas une date fixe où on peut savoir que je suis tombée enceinte ici. En une semaine, je peux avoir des rapports sexuels avec 3 hommes et je ne sais pas quand est-ce que je suis tombée enceinte. Vous le dites aussi facilement comme Monsieur Foposi, c'est ce qui se passe. Parce que c'est la réalité. Ah, d'accord. C'est la réalité. Si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, on ne va pas vous dire que vous êtes tombé enceinte le 22. Non. On va vous demander quelle est la date de vos dernières règles du mois passé. Non. Quand on fait l'échographie, on donne on vous donne le nombre de semaines de grossesse et c'est approximatif. Non, on calcule. Désormais, c'est possible de calculer le jour où vous êtes tombé enceinte. Non, je vous dis, c'est réel là. Bon. C'est réel. Vous voyez, donc ce que nous vous disons aussi tous les jours, c'est que la génération d'aujourd'hui pense que le monde commence aujourd'hui et ça va se terminer avec leur génération. Vous voyez, ça veut dire que le matin, vous êtes avec Paul, à midi, vous êtes avec Jean, dans l'après-midi, avec quelqu'un d'autre et vous préférez passer la nuit avec quelqu'un d'autre. Donc, il va dire, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de contenu bien réfléchi dans ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. C'est un mouvement de libération du sexe. Et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est dangereux parce que la société, que ce soit hier, aujourd'hui, je souhaite qu'il en soit de même demain parce qu'on pourrait corriger, c'est que la femme est grande derrière un homme. Elles ont commencé à dire qu'elles doivent être à côté. Maintenant, on les met à côté, elles se retrouvent devant. Vous voyez, où se trouve la dignité de la femme ici? Quand une femme se permet de lever la jambe à tout venu, ce n'est pas possible. Où se trouve la dignité donc? Où se trouve la dignité? La femme, c'est quelqu'un, on dit ministre de l'Intérieur. Donc en fait, même dans son organisation physiologique, elle est de l'intérieur. C'est une femme. Ça ne veut pas dire qu'on la mate et tout. Mais elle est une femme intérieure, elle prend du temps, elle réfléchit. C'est pour ça qu'on conseille aux hommes de veiller sur le 6e sens de leur épouse. Nous avons, c'est un sens que tout le monde connaît, mais il y a un 6e sens. Cette femme ne peut pas développer un 6e sens. Même ça la manque. C'est impossible. C'est impossible, elle n'en a pas. On n'en a pas, elle végète. Maintenant, elle vient poser un problème qui n'en est pas un, puisque au tribunal, on change.
Non, il suffit de faire une requête auprès du juge. Non, mais ça prouve... Non, c'est une femme d'inculture. Oui, oui. Elle ne sait pas que... Donc, elle ne sait même pas où se trouve le vrai problème qu'elle vient de poser. Si c'est le changement, est-ce que c'est le changement de nom? Puisqu'il y a deux personnes déjà qui vont réclamer la paternité de l'enfant. C'est deux familles qu'elle va mettre là en porte-à-faux, voilà. Donc en situation de guerre. C'est donc une fille, puisqu'apparemment cet enfant de 3 ans, c'est une fille, elle ne saura jamais qui sont ses parents. Donc c'est une fille qui grandit, qui risque de tomber dans l'inceste et tout. Donc par conséquent, elle est en train de détruire son propre enfant, sa propre fille. Donc vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est une femme... Vous avez raison, parce que lorsqu'on écoute des intellectuels, les intellos français de gauche, parfois, ils ont tendance à magnifier, à célébrer mai 68. Vous savez, la grande marche de mai 68, et à déifier ça. Et pourtant, beaucoup aujourd'hui, qui sont des conservateurs, sont d'accord pour dire que c'est à partir de mai 68 qu'on a connu une décadence de la société française. Oui. Et on est en train de vivre ça au Cameroun. Cette libéralisation de la parole sur le sexe fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde croit et pense qu'on doit laisser on doit tout dire. Et au final, on se retrouve aujourd'hui avec des débats sur l'homosexualité, l'homophobie et tous ces corollaires. Donc, il y a un problème. Karine Sontia, qu'est-ce que vous dites ? Par rapport à ce sujet, quand même, loin d'être dans la libéralisation du sexe, on a affaire à un enfant qui a 2 pères. Voilà le sujet. Un enfant qui a 2 pères. Il y a un que son nom est inscrit dans l'acte de naissance et un autre qui est le vrai père, mais qui n'a pas de nom dans l'acte de naissance. Voilà le véritable problème. Comment est-ce qu'elle va expliquer à celui qui a le nom dans l'acte de naissance que, en fait, ce n'est pas toi le père? Est-ce qu'il y a le test ADN? Parce que il faut d'abord qu'elle le dise. Avant d'arriver au test ADN bonbon, il faut qu'elle le dise, il faut qu'elle le lui dise à celui qui est censé être le père actuellement. Qu'elle lui dise que voilà, pendant que j'étais avec... Pour qu'il comprenne, parce que là, il va comprendre qu'en fait, elle était avec lui, mais elle le trompait. Mais c'est passé le même jour, Karine. Comment vous pouvez savoir que c'est elle ou c'est pas elle? Peut-être que l'autre a eu un peu de moyens aujourd'hui, elle veut lui attribuer l'enfant. Elle dit dans l'histoire que celui dont le nom est dans l'acte de naissance n'est pas le père. Elle ne sait voilà pas. Ce que j'ai entendu. Elle ne connaît pas comment les l'histoire. spermatozoïdes ont développé en elle pour aller féconder l'œuf. Justement, elle ne sait pas. En dehors du fait il qu'elle faut même pas tenir à ce en dehors du fait du jour où elle a porté la grossesse. J'ai commencé par là. Quel crédit accorder aux affirmations de cette Marina? J'ai commencé par là. Moi, je reste sur ces affirmations. Je ne veux pas chercher de crédit. Elle est la mère de l'enfant. Elle dit, peu importe les circonstances économiques, elle a fait 2 ans de relation avec cette personne et certainement dans cette histoire, elle ne l'avait pas oublié, raison pour laquelle, même dans son actuelle relation, elle continuait à être avec ce dernier. Donc, dans l'histoire du jour, elle nous dit que le nom de l'enfant, le nom qui est dans l'acte de naissance de l'enfant, c'est le nom de celui avec qui elle s'est même séparée encore. Donc, de celui qu'elle considère comme le père de l'enfant. Mais... en vérité, ce n'est pas lui le père. Voilà l'histoire du jour. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas. Elle n'a pas dit qu'elle ne sait pas qui est le père de l'enfant. Elle nous a dit que le père, c'est telle personne, mais qui n'est pas inscrit dans l'acte de naissance. Voilà, moi, je reste dans cette histoire. D'accord, vous terminez. Et mon problème, c'est au niveau de comment avoir... L'enfant à quel âge? 3 ans. 3 ans. Comment éduquer un enfant au départ avec un père et plus tard changer et dire non, ce n'est pas lui votre père. Moi, c'est l'enfant, la victime. Je m'éloigne de la conception, de l'acte de naissance, mais aujourd'hui, mon problème, c'est cet enfant qui est là, qui est une fille et qui risquerait de faire face à ces mêmes difficultés que sa maman est en train de traverser aujourd'hui. Ok. Alors, Chalamel, j'ai envie de vous demander de nous dire ce que vous en pensez. Je présage déjà du rire qui sera le mien après vos propos. Allez-y, vous avez la parole. Vous n'allez pas rire, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Permettez-moi de vous dire que cette femme n'enfantera plus. Vous avez ri. Vous avez des enfants en matière très originale. Oui, je dis cette femme n'enfantera plus, monsieur Eric Fopoussi. Pourquoi? Pardon? Ces trompes seront bouchées. Non, ces trompes vont se ligaturer, employons l'expression occidentalisée. Ça va être ligaturé par la parole. Nul et sans effet. Je dis par la parole. Et je suis prêt à vous lancer un défi sur ce plateau. Monsieur Eric Fopoussi,
Oui. Lorsqu'un enfant une femme vient à concevoir, la science dit que vous pouvez avoir un nombre insuffisant de spermatozoïdes, vous pouvez avoir le nombre suffisant. Ça dépend de la vitesse avec laquelle le spermatozoïde frappe la queue pour pouvoir féconder. Donc, M. Eric Foposi, partant de ce principe et partant sur la base traditionnelle que plus la femme est proche et pense à l'élu, moins plus l'enfant ressemble à cet élu. Il est clair que elle a plus aimé Roger que Bernard, M. Eric Foposi. Elle a plus aimé Roger que Bernard. La femme a 2 jours où le risque de conception est intense. Elle a 2 jours. Le 3e jour étant facultatif avant midi. Ah oui, monsieur, avant midi, étant facultatif avant midi. Donc les 2 jours, s'il y a pointage. Donc ça suppose, monsieur Eric Foposi, qu'il faudrait que l'autre ait, comment je vais dire, Roger, cette vitalité. On a les spermatozoïdes qui font plus de 48 heures. Il y a ceux qui ont cette constitution, d'autres qui vont jusqu'à 72 heures, malgré que la science nous l'a dit. Est-ce qu'on est dans cette configuration? Je veux penser, c'est les scientifiques qui vont nous dire. Moi, je pense sur le plan traditionnel. Lorsqu'un enfant naît et qu'on reconnaît que c'est l'enfant, on prend le cordon ombilical qu'on remet au père d'aller enterrer dans la concession familiale, M. Eric Foposi. Ce rituel a été fait. Premier point. La maman de Bernard est venue laver l'enfant. Même si elle n'a pas lavé l'enfant, M. Eric Foposi, elle a tapé au moins le ventre, comme on dit, de l'enfant. Ils sont partis au niveau de la comptabilité des familles. Chaque famille a une comptabilité, M. Eric Foposi. On sait désormais, comme dans ma famille, on sait à l'heure où je vous parle que nous avons pratiquement 300 petits-fils. Donc c'est comptabilisé, nos petits-fils sont comptabilisés en même temps que le fils. Donc aujourd'hui on rentre, le chef de famille rentre une note, on était à 299, on est à 300. Il bénit à travers le rituel l'arrivée de cet hôte. C'est au premier degré, c'est facile qu'elle se lève pour dire, ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de Y. Regardez comment les femmes prennent la vie, prennent l'enfant comme étant, je ne sais pas moi, un objet. Ah, ce n'est pas ton enfant, ne passe plus ici. C'est désormais. Alors, comment Bernard va-t-il dire à son témoin qui l'a accompagné établit cet acte de naissance? Comment est-ce qu'il va rentrer dire à la maman, au chef de famille que cet enfant que tu as comptabilisé là, celui dont nous avons donné le nom de notre ancêtre, le nom de... Ce n'est pas ça, il faut qu'on aille retirer, M. Eric Foposi. Vous pensez que c'est facile? Et les jeunes filles le croient. Ah, dans un premier temps, comme M. Ngueme, je suis dans la galère, je donne d'abord le nom. Même si c'est le nom de sa grand-mère, je donne d'abord. Plus tard, je vais lui donner l'info quand j'aurai un peu de moyens. Parce que derrière l'enfant, je vais m'en sortir. Le vrai gars est pauvre. Oui. Les jeunes filles le font, mais elles ignorent que ça a des répercussions sur la vie de l'enfant. Parce que cet enfant grandit. À 2 ans, l'enfant va commencer à développer une attitude contraire. Et c'est là où on se demande, est-ce que cet enfant est de ma famille? Est-ce que cet enfant vraiment a le sang? Allons chercher chez sa mère. On va chez sa mère, on ne trouve pas. L'enfant adopte des comportements bizarres. Vous voyez dans des familles aujourd'hui des enfants qui boxent leur père. Et, trivialement dit, un enfant qui insulte son père ou qui frappe son père, le père doit s'interroger sur l'identité véritable du père de cet enfant, mais il n'est pas son père. Donc, vous voyez qu'on est là en train de déphaser délitement la société. Je lui dirais tout simplement qu'elle porte sa malchance, M. Eric Foposi. Qu'elle n'essaye pas d'aller perturber Bernard, qu'elle attend qu'elle aura l'argent et fait le test de paternité, parce que vous pouvez bien évidemment être avec moi. On a vu des messieurs qui ont enceinté leur enfant, mais l'enfant ressemble plus au voisin. On dit c'est sûr que c'est le voisin qui a enceinté. Lorsqu'on peut faire le test de paternité, le voisin n'est en rien, mais c'est tout simplement parce que l'enfant passait plus de temps avec le voisin, elle discutait plus de temps, le mari n'était pratiquement jamais là, que l'enfant prend certains traits. Ça c'est vu, ça s'explique par rapport au visage. Donc j'estime que cette femme, elle est dans l'erreur. Là maintenant, il ne faut pas qu'elle commette, qu'elle informe le chef de famille qui va chercher à rencontrer Bernard et qui rencontrera peut-être la famille de Bernard pour qu'il s'établit cela. C'est compris, Chalamel. Alors, Dominique Audrey va clôturer avec sa prise de parole rapidement. Oui, en quelques mots, je veux dire qu'il ne faudrait pas juger les gens sur
leur vie sexuelle. Personne ne sait pourquoi Marina a continué de voir Roger. Peut-être Bernard n'était pas assez apte. C'est sale de faire l'amour 2 jours avec un homme, c'est sale. Des fois, en une même journée avec 2 hommes. Oui, ça c'est ce qu'on dit officiellement. Ça c'est ce qu'on dit officiellement. Les gens brillent. Non, les gens brillent. Les gens brillent par. Les gens brillent par l'hypocrisie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous venez condamner les femmes ici. Mais quand il s'agit d'un homme, vous allez dire que l'homme est polygame, machin. Personne ne sait pourquoi une femme se retrouve à être infidèle. Il y a des raisons. On peut avoir une raison pour être infidèle à quelqu'un. Wow. Donc moi, je ne vais pas la juger parce que elle a entretenu une relation avec Roger. Peut-être elle n'était pas stable dans la relation avec Bernard et personne ne va... Et en même temps... Dominique Audrey, vous savez pourquoi je vous regarde là tout de suite? Non. Parce que chaque fois, vous ne dérogez pas à votre règle. Oui. Oui. Je reste fidèle à moi-même. Bernard n'est pas un très bon... N'est pas bon au pied. Voilà. Oui, il n'est pas bon. Il est censé soigner Bernard. Non, mais écoutez, il n'est pas malade. Avoir un homme qui est faible, ce n'est pas la maladie. Ne venez pas sur le plateau dire aux femmes. Non, monsieur, c'est un mauvais langage qu'on envoie aux femmes. Si vous ne laissez pas que si votre mari n'est pas apte au pied, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non, que si votre mari n'est pas apte au pied, vous sentez, mais c'est pas sérieux. Le même jour, c'est-à-dire, vous avez quelqu'un et vous avez un répétiteur. Ok. Calmez-vous. Non, mais il n'est pas question de on va se calmer, demander aux Dominique femmes. Audrey. Non, je suis calme. Oh, non, nous sommes aussi calmes, vous voyez, nous sommes très très calmes. Vous avez, pour vous, un combat, c'est vrai, les femmes se plaignent qu'elles ne sont pas satisfaites au lit. Sur le plan sexuel. D'accord, parce que les hommes sont faibles. Parce qu'elles n'ont pas... Bon, parce qu'ils ne font pas d'efforts. Oui. Ils ne font pas d'efforts. Oui. Avoir un homme qui est faible au lit, qui n'est pas assez endurant, ne veut pas dire qu'il est malade. Ne demandez pas à une femme d'aller faire le sport à votre place. Vous voulez qu'elle vous soigne comment? Qu'elle vous soigne comment? Il y a des hommes qui ne sont pas inventifs. Il y a des hommes qui sont habitués aux missionnaires. Ils ne veulent pas changer. C'est la faute de qui? Qu'ils fassent des efforts, tout simplement. Donc vous nous dites ce matin que si un homme ne fait pas de sport, n'est pas endurant, vous avez dit quoi? Qu'il n'est pas inventif. La femme lui trouve n'est pas réceptif également. La femme va lui trouver un répétiteur. Un répétiteur. Et surtout le même jour. Parce que, voilà. Il faut être honnête, il y a des hommes qui sont peu réceptifs. Vous pouvez être avec un homme, vous lui dites vraiment, je voudrais qu'on essaye telle ou telle autre chose. Il va te dire vraiment, moi je ne suis pas dans les choses là, je ne veux pas faire ça, machin. Elle rentre donc, elle va voir sa copine va lui dire que maman, mon gars Eric que tu connais là, c'est la mort seulement. Pourquoi c'est mon prénom que vous prenez? Bon, ok, c'est bon. Donc, Dominique Audrey, oui. Mais sincèrement, donc ça se résume à ça? Ça commence par là. Ça commence par là. Des questions de position au lit, c'est ça? Non, monsieur, vous dites que c'est ça qui détermine notre société? Comment vous, les hommes, vous faites? Oui. Comment vous faites? Vous commencez par là. Vous avez dit que non, vraiment, ma femme là, moi, je ne l'aime pas parce que vraiment, elle est toujours là, elle est couchée comme le bois blanc. Vous-même, vous commencez par là. Donc, les femmes sont faites de chair. Elles ont des sentiments également. Donc, de la même manière que vous trompez vos femmes parce qu'elles ne vous satisfont pas, c'est de la même manière que les femmes vont le faire pour vous également. Donc, quand vous allez revenir à de bons sentiments, vous aurez également des femmes qui auront de bons sentiments. Je vous aime. Moi également. Je vous aime, Dominique Audrey. Alors, on va lire quelques messages maintenant avec vous, Karine Sonti, allez-y. Cette pratique date depuis longtemps. On peut même dire que c'est officiel. 100 000 pour la 6e et seconde. Ah, ça, c'est par rapport à l'introduction de Monsieur Fopoussi. Alors, cette femme mérite la prison car elle n'aime pas cet enfant, ni les hommes avec qui elle était. Elle regarde le profit, mais qu'à cela ne tienne, le père de l'enfant n'est toujours pas le géniteur. Le père actuel aime son enfant, oui ou non. Car si elle ouvre sa bouche, un instant, si elle ouvre sa bouche, elle bouleversera la vie des 3 Blaise de Yaoundé. Le géniteur réclame l'enfant. Un autre message. Après éjaculation, le sexe de l'homme commence à perdre du volume et le sperme remonte avec les mouvements de sperme. De grâce, évitez de nous appeler sur ce numéro avec les mouvements avec le sperme remonte. Ce sperme qui est remonté coule et est poussé au fond
du sexe de la femme. Un autre message. Je suis de même avis que vous. Cette femme est frivole. Elle ne tient même pas à sa dignité. Et elle fait la honte des femmes. Un autre message. Pour ma part, cette femme est très frivole. Même qu'est-ce qui ne dit pas qu'elle couchait avec un autre. Si elle le fait déjà avec 2 hommes, ça veut dire qu'elle est inconsciente. Elle est inconsciente et devra juste assumer les conséquences de ses actes. Ça, c'est pas Guy. Ok, merci. Alors, je dois être sérieux, je dois être honnête avec vous. Je me suis vraiment senti mal à l'aise dans cette histoire du jour ce matin. Pas à cause de vous, Dominique Audrey. Mal à l'aise de me rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent des choses et qui ont des combats secrets pour des hommes d'une génération très avancée. Ça peut paraître tout à fait trivial, banal, de dire que notre devenir commun se base sur ces questions qui pour nous sont des détails, parce qu'il y a plus important que ça dans la vie. Oui, la vie ne se résume pas qu'aux seules positions, il y a plus important. Les enjeux sont énormes, c'est plus que ça. Une relation entre un homme et une femme, c'est plus que ça. C'est important pour la pérennisation de l'espèce humaine. C'est une responsabilité forte. Et les femmes doivent savoir qu'elles ont une forte responsabilité. C'est pour ça qu'elles sont la mère de l'humanité. C'est pour ça que les femmes doivent comprendre que plus que les hommes, elles ont devant elles un grand chantier. Et ce chantier-là, elles doivent le supporter avec gravité et parfois beaucoup de sacrifices. Je devais le dire ce matin pour que les hommes qui nous regardent, qui ont un certain âge, nous comprennent et comprennent le sens de nos propos en réalité. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous puisque nous aurons dans un court instant la colère de Charles Hamel. A tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des centres de santé clandestins dans ce pays. Le phénomène qui prospère sous le nez des autorités locales a atteint la cote d'alerte. Là, nous sommes dans les années 2000, où ce phénomène a commencé à s'étendre dans toutes les villes, les villages et on va dire même les périphéries. Ah oui. Expliquez-moi comment est-ce que le Cameroun a fait pour comptabiliser environ 4000 centres de santé clandestins avec 60% dans la seule région du littoral. Nous battons les records. 3500 dans la zone du littoral. Comment comprendre que le Cameroun brille par un développement exponentiel du nombre de formations sanitaires clandestines? Était-ce par le fait de la multiplicité d'écoles de formation ou tout simplement par l'absence de recrutement? La question, il faut se la poser. Elle porte toutes des noms compliqués, ne prétend pas à l'inquiétude. Clinique X, Polyclinique Y, Centre médical Z et j'en passe. L'important est que le nom attire les incrédules, les malades. Comment comprendre que ces centres soient pour la plupart dirigés par des infirmières, des laborantins, des sages femmes, avec comme caution morale des médecins? Savez-vous que certains promoteurs de ces centres de santé utilisent une seule autorisation pour en créer plusieurs sous le nez des autorités locales qui ne disent un mot parce que chacune consomme sa part? Comment comprendre, pour certaines formations sanitaires, de répondre au ministère de l'Agriculture, pour d'autres au ministère de la profession, de la formation professionnelle et pour d'autres au ministère de la Santé? On est perdu. Comment comprendre que les petits centres de santé soient devenus pratiquement incontournables dans les quartiers populaires et ce souvent au risque et péril de leurs usagers? Absence de personnel qualifié, hygiène douteuse,
intervention au-dessus de leurs capacités, exercice sans autorisation administrative, absence de réactifs, absence d'un laboratoire aux normes. Savez-vous que la plupart de ces centres ont pris d'assaut des locaux à usage d'habitation pour exercer leurs activités? À tout bout de rue ou dans les quartiers à forte concentration des populations à faible revenu, ces promoteurs de formation sanitaire privée, laïque ou professionnelle, opèrent en toute illégalité. On a vu des infirmières devenir dentistes, enlever des dents dans des quartiers, voir des gens choqués à aller mourir à l'hôpital. Dans tous les cas, c'est la plaque qui renseigne dans ces quartiers populaires sur les différents services offerts. Analyse médicale, absence de plateau technique adéquat, petite chirurgie, consultation médicale et prénatale, pédiatrie, gynécologie, accouchement et autres, cabinets dentaires, pose de prothèses même pour certains. Allez voir, vous allez vous rendre compte que c'est un individu qui a été en stage chez un kiné, qui est revenu de là et est devenu subitement prothésiste. Faites un tour et vous verrez que l'hôpital, que dis-je, les logements présentent des murs délabrés. Ce qui était supposé être des chambres transformées en salles de consultation, d'accouchement, d'hospitalisation ou en laboratoire d'analyse. Aussi curieux que cela puisse paraître, les malades ne manquent pas. Au contraire, on les compte par dizaines. Certains d'entre ces centres sont devenus les lieux par excellence de la pratique d'avortement. Merci infiniment à vous, Charles Hamel, parce que votre chronique ce matin vient à la suite, évidemment, d'une campagne, comme vous le savez, lancée il y a quelques semaines par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Ils ont appelé ça campagne d'assainissement de la carte sanitaire au Cameroun. Et cette campagne, à son tout début, a connu quelques grincements de dents, puisque beaucoup estimaient que ce que monsieur le ministre appelait assainissement de la carte sanitaire ne devait pas les concerner, puisque vous savez que ces médecins qui exercent en clientèle privée, c'est comme ça qu'on appelle ça, disent détenir leur autorisation de l'ordre des médecins du Cameroun, et que seule cette autorisation-là de l'ordre des médecins du Cameroun vaut ouverture d'un centre de santé pour ces médecins-là qui sont habilités donc à avoir une clientèle privée. Mais sauf que le ministre et surtout Dr Kamga, qui est, comme vous le savez, le directeur de l'organisation des soins au MinSanté, a clairement dit qu'il revenait au ministère de la Santé seul de faire en sorte que l'on puisse avoir une traçabilité sur ce qu'on appelle la carte sanitaire, et que depuis 1995, le Cameroun a organisé la carte sanitaire en district de santé, et que chaque centre de santé devrait, donc pour par le coût, répondre à son district de santé lié à son territoire. Donc ce débat-là a achoppé. Heureusement, il y a quelques jours, on a eu quelques vents positifs, puisque finalement, les médecins se sont accordés avec le ministère et ont convenu que désormais, ce serait le MinSanté qui devra, en réalité, établir si oui ou non on est clandestin ou pas sur cette question-là. Mais néanmoins, lorsqu'on voit ce qui se passe, vous avez évoqué les conséquences réelles de cela, c'est qu'on va se retrouver avec des centres de santé qui n'ont pas le minimum pour administrer les soins et les conséquences que l'on sait avec des erreurs médicales ou des fautes médicales. Donc c'est une question importante. Nous sommes dans l'obligation de les adresser ce matin pour que l'on ait la clarté, les clarifications soient faites sur cela. Alors bon, Bengal, quelle est votre lecture? Le Cameroun est un grand malade, mais dans quel hôpital le soigner? C'est ça le véritable problème qui se pose. Quand on dit grand malade, je parle de maladies telles que le ministère de la Santé publique. Je ne parle pas seulement comment je vais dire, c'est une pathologie, comme on dit dans ce secteur. Comment un gouvernement peut-il autoriser que le ministre en charge de l'agriculture délivre des agréments
ou des centres de santé. C'est une incongruité, c'est même pas des choses à dire en public. C'est pas possible. Autre chose, mais ça n'a pas commencé là. Cette maladie, comme vous aimez souvent dire, quels sont les symptômes? Donc, les symptômes ont commencé par les médecins eux-mêmes. Dès que quelqu'un avait son diplôme de médecin, il s'inscrivait à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Il allait ouvrir un cabinet s'il voulait exercer en clientèle privée, sans remplir les conditionnalités d'ouverture de son centre. Voilà. Est-ce que c'est une clinique? Est-ce que c'est quel genre? Parce que là aussi, il y a une nomenclature. C'est la même chose qui s'est passée avec les établissements scolaires. Donc, vous êtes médecin, vous voulez exercer en clientèle privée, il faut bien qu'on sache, est-ce un cabinet médical? Est-ce une clinique? Est-ce que en votre clinique, on va faire, est-ce que vous allez passer des laboratoires, des examens, et à quel moment les laborantins, c'est tout ça qui veut. Et les médecins n'étaient pas trouvés obligés de se soumettre à cette organisation, j'allais dire administrative de la santé publique. Et l'État a laissé, ça a donc donné ce que ça a donné. En une autre ambiguïté que je venais de citer, en 92, le ministre de l'Agriculture délivre les désagréments des GIC Santé. Et il s'en est encore suivi en 2002. On crée ministre de la formation professionnelle. Donc, et les écoles de formation dans ces sciences biomédicales, bon, ils sont sous la bannière. Parce qu'à un moment donné, d'abord, lorsqu'on confie ce ministère à Bapes, je pense que c'était le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous voyez donc, les lycées techniques, on a là, et la formation professionnelle. À un moment donné, on se rend compte que, mais on n'a pas bien réfléchi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui sont formés pour être chaudronniers et tout, et les autres qui sont dans un domaine tel que la médecine et des professions annexes peuvent être... Non, on commence à dissocier, on renvoie le lycée technique dans l'enseignement secondaire aujourd'hui. Donc, voilà dans quel imbroglio on est. Donc, c'est le Cameroun, l'État du Cameroun qui est malade. Et je pense qu'il faut un service psychiatrique. Parce qu'il faut regarder quelle est la politique de santé publique pour soigner ce malade-là. Et c'est bien que Charles Hamel ait développé. Parce que ce que vous dites d'ailleurs, et c'est étonnant que des médecins normalement constitués se soient dit un jour que pour exercer en clientèle privée, ils n'ont pas besoin d'une autorisation du ministère de tutelle. Voilà. C'est quand même terrible dans un pays comme le nôtre. C'est terrible, justement. Oui. C'est terrible. Oui. Et ça a même abouti au sein de l'Ordre national des médecins du Cameroun, le fait que des étudiants viennent de la RDC. Il y en a, après l'équivalence des diplômes au ministère de l'enseignement supérieur, il y en a qu'on admet à l'ordre et d'autres pas, alors qu'ils appartiennent à la même promotion. Oui. Il y en avait même qui étaient, j'allais dire, plus majors que les autres. Mais c'est les moins qu'on avait. Donc, on a mis en place ces cheminements qui n'est pas bon. Or, la santé publique dans tous les pays du monde est encadrée par le gouvernement. Et le gouvernement a laissé tout le monde se débrouiller. Vous demandez donc à ceux qui s'occupent de la santé des populations de se débrouiller. Ça veut dire qu'en fait, vous organisez un plan d'assassinat collectif de vos citoyens et des gens qui sont dans votre territoire. C'est à ça que nous savons. D'ailleurs, ce qui est tout à fait malheureux dans cette situation, Bengan, c'est que vous avez des médecins qui sont recrutés dans les hôpitaux publics et qui... si c'est la part du gain qui les pousse ou c'est parce qu'ils se sentent mal rémunérés, se sentent obligés d'ouvrir un cabinet dans les quartiers, un centre de santé dans les quartiers pour exercer là-bas de temps à autre. Ça pose aussi un réel problème. Il y en a même qui font pire, c'est-à-dire on ne s'en va pas parce qu'un infirmier retraité ou qui n'a pas été recruté a son centre à part, mais il négocie les piges là-bas. Il dit, bon, le médecin vient tous les mercredis à 15h. Alors, mais vous savez, c'est terrible, c'est toujours là. D'accord, très bien. En tout cas, c'est tout à fait regrettable. Et cette campagne d'assainissement de la carte sanitaire, vous pensez que ça pourra apporter des résultats avec ce que fait le ministre Manaouda Malachi? Avec lui, j'ai des doutes. Oui. J'ai des doutes parce que je voulais le voir taper du poing sur la table, c'est-à-dire commencer
à secouer. Mais on vous dit, l'État, la cantine l'a surpris, l'État Ebolova, il a assisté, mais il ne fait rien. Non. À ce moment-là, dès lors que vous dites, vous signalez, vous dites, mais c'est moi le ministre, vous frappez là, vous demandez au directeur de réunir le conseil de direction, ainsi de suite, le conseil de discipline, vous les traduisez, vous frappez. Mais lui, il a fait un constat comme s'ils étaient en train de faire une enquête policière qui va aller remettre les conclusions à quelqu'un d'autre. Oui. Donc c'est pour ça que je ne crois plus. Je le dis parce que sur cette campagne d'assainissement, la carte sanitaire, il y a des personnes qui sont très réticentes et estiment que ce n'est pas que c'est mettre la charrue avant les bœufs et qu'il serait judiciable de revoir d'abord cette carte sanitaire en termes de considération de la demande de santé face à l'offre que nous avons déjà. Parce que quand vous allez en consultation maintenant, vous pouvez mourir là aux urgences. Donc, il doit faire des mesures, il y a des urgences qu'il doit faire. Oui. Dans un pays où, s'il attend le conseil des ministres, peut-être il va passer tout son séjour au gouvernement, il n'y aura jamais de conseil des ministres. Est-ce qu'il y aura un conseil de cabinet les derniers jeudis du mois où on va poser le problème spécifique de la santé? Je ne pense pas. Donc, c'est tout à fait, moi j'ai trouvé sa formule bonne et il faudrait qu'il fasse donc comme les urgences à l'hôpital. Il trouve un problème, il les résout et le reste on verra ensuite. Alors Dominique Audrey, sur cette question-là, quel est votre regard? Aujourd'hui, on assiste à la prolifération de ces centres de santé-là parce que justement, ils ont fini par comprendre que dans les hôpitaux, il y a certaines réalités auxquelles les Camerounais ne peuvent pas véritablement faire face. Aujourd'hui, on a tous au moins une fois dans sa vie on a dû au moins une fois dans sa vie se faire soigner dans ces centres de santé-là. Là-bas, au moins, on vous accueille d'une certaine façon. On vous traite là-bas. Moi, je connais un centre de santé au quartier Van où vous pouvez avoir un cahier. On avait une femme, une voisine, elle n'avait pas assez d'argent. Et ses enfants allaient se faire soigner là-bas. Elle avait un cahier de dette. Elle a déménagé et elle venait payer. C'est vrai qu'on arrive malheureusement dans certains centres où les gens perdent la vie, faute de moyens, faute de maîtrise du métier. Mais à côté, on a des centres qui font effectivement, qui aident vraiment les Camerounais. Donc, on gagnerait donc à légaliser ou bien à organiser ce secteur-là pour favoriser leur travail parce que à l'hôpital, on sait tous comment on nous gère là-bas. Donc, on se retourne tous vers ces centres de santé-là. Donc, pour vous, ces centres de santé sont utiles, font plus de bien que de mal. Oui, j'ai été sauvée dans un centre de santé. C'est pour ça que je dis que c'est bon si c'est bien organisé. Donc, organiser et maintenant tout le monde ne pourra pas aller à l'hôpital. Non, mais on a parlé des autorisations de fonctionnement qu'on le leur donne parce que je crois au début du mois d'août, on parlait de la fermeture de certains centres de santé parce qu'ils n'étaient pas dans les règles. Oui. Donc, on permet donc que ces centres de santé-là aient un ordre de fonctionnement. Êtes-vous d'accord avec moi que pour qu'on vous donne l'agrément, l'autorisation, vous devez satisfaire des conditions? Qu'on subventionne alors également, que l'État soit partenaire dans une certaine mesure. Voilà. Vous êtes pour qu'on signe les chèques pour tout le monde. Hein? En réalité, c'est une vraie formule parce que la santé coûte cher. Oui. C'est d'un secteur où l'État subventionne toujours. Donc, on l'organise. On ne peut pas organiser la santé publique seulement avec le corps médical. Il y a des assurances, il y a. Donc, en fait, ça doit être une mutualisation pour qu'on aboutisse à la santé. Parce que ça commence par l'hygiène. Quand on vous dit, il faut avoir les latrines à la maison, lavez-vous les mains avant ainsi de suite. Donc, c'est tout un corps, c'est tout le corps social qui doit être impliqué. Mais ici, on prend des choses de manière, j'allais dire, sectorielle et on les isole du reste. Quand on isole la santé publique du reste de son environnement, c'est pour ça que j'ai dit, on a atteint là, il faut qu'un psychiatre nous soit au Cameroun. D'accord. Alors, Karine Santia, vous dites quoi sur cette question? Vraiment, les centres de santé sont un peu comme des fourmis ou encore comme les églises de réveil aujourd'hui ou même dans des chambres, on les trouve. Et vous allez voir qu'il y a un phénomène très grave que M. Mbachou a soulevé aujourd'hui, les avortements. Vous allez voir, ces centres de santé sont des spécialistes d'avortement. Il y en a dont la communication se fait de bouche à oreille. Je suis partie chez tel, tu connais tel, il faut aller là-bas. C'est comme ça. Je dis c'est chez tel. Et vous voyez, c'est une infirmière qui a un travail, qui sort tous les matins, va travailler et qui rentre à des spécialités. Sa spécialité, c'est l'avortement. Et j'ai connu beaucoup de filles aujourd'hui qui ont perdu leur utérus justement parce qu'elles se sont faites avorter. Et lorsque vous arrivez là-bas, que vous êtes une jeune fille, peut-être par maladresse, à 16 ans, 17 ans, vous êtes tombée enceinte. Quand vous arrivez là-bas, peut-être pour des examens et tout, la première chose, c'est que
nous on peut te faire avorter, on peut te faire retirer ça. Ça va t'empêcher d'aller à l'école. On fait vite et puis tu vas même pas sentir de douleur. Et vous voyez, l'enfant se sent... Elles se sont prises dans le piège et elles avortent facilement. Et c'est des agents qui conseillent. Ils font du conseil à l'avortement. Et si vous faites une petite observation, vous entrez dans ces hôpitaux, feignant même d'avoir une personne qui est enceinte et qui n'arrive pas, qui veut s'en débarrasser, vous allez voir, la première chose qu'on va vous conseiller, c'est l'avortement. Tout ce qu'on fait dans ces hôpitaux aujourd'hui. Et c'est cette partie-là qui me fait mal. Parce que à l'époque, quand on entrait dans ces centres de santé, on pouvait quand même remarquer qu'on prenait un peu en charge des gens. Mais aujourd'hui, tellement c'est nombreux qu'ils font même la chasse, ils font même le marketing des patients. Donc lorsque vous êtes même là, les infirmières s'assiedent à la porte des centres de santé. Lorsque vous passez, ma chérie, on te consulte. Parfois même des campagnes de problèmes de vue, les campagnes de ceci, les campagnes de dépistage, ces propres centres de santé là. Et sans être accompagnés. Et c'est grave parce qu'on laisse un domaine aussi délicat qu'est la santé au privé sans contrôle. Alors, on va continuer à éplucher, à disséquer cette question prégnante ce matin, madame, monsieur, puisque, comme je vous l'ai dit, depuis 1995, la santé et la carte sanitaire du Cameroun est organisée en districts de santé et chaque district a donc sur son territoire par rapport à sa population un nombre de centres de santé qu'il chapeautait. On va également évoquer le bien ou le mal causé par ces faux centres de santé là. Donc puisque évidemment on est tous d'accord que ce sont des faux centres de santé et qu'ils existent dans la quand ils existaient, on va donc en parler dans un court instant. Restez avec nous sur Equinox, c'est la télévision la plus suivie en ce moment au Cameroun et dans la sous-région. A tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie du 10-12 le Zénith. Nous sommes le mercredi. Nous sommes le 11 septembre 2019. Deuxième partie qui va tout de suite commencer avec vous, Karine, sur quelques messages qu'on va lire. Les centres de santé sont bien, mais il faut être aussi chanceux. Ça dépend du personnel en charge. Ils peuvent bien vous prendre en charge. 70% des malades en état grave ou dans les phases de maladie tardive ailleurs, on ne parle pas de cela. C'est Ghislain depuis Oyomaba, la Verimbia. Un autre message. Petite précision pour c'est Ghislain, c'est ça? C'est Ghislain. Alors, nous ne parlons pas des centres de santé. Voilà. Centres de santé clandestins. Clandestins. Voilà, donc voilà. Allez-y, oui, tout cela relève du manque de volonté politique. Le Cameroun en souffre car nous sommes dans un pays de slogans. Seul Dieu pourra nous sauver de ces insensibles. God Love Domboko qui nous écrit ce matin. God Love, il n'y aura jamais d'assemblée générale des saints au ciel pour venir nous sauver. Même le monsieur Eno Abraham, on lui demande d'inscrire les gens sur les listes électorales, il dit prions Dieu. Massi Gam, on lui dit de lutter contre la corruption, on dit prions Dieu. Dieu ne viendra pas, Jésus et Mahomet bon, ne vont chez pas lui encore, c'est courant parce qu'il est pasteur. Voilà, bon, peut-être. Voilà. Alors, Chalamel, sur cette question. Monsieur Eric Fopoussi, de 98 aux années 2000, l'ensemble des ministres se battaient pour une seule chose, la formation du personnel. Vous savez qu'à ces périodes, c'était que le CUS qui recrutait et qui formait les médecins. Vous avez donc dans certaines formations, monsieur Eric Fopoussi, des médecins qui prenaient les petits frères au quartier et qui les formaient sur place. Ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir accès au CUS. On vous formait sur le tas. Il y a plein de médecins qui ont été formés sur le tas. Et c'est là où, plus particulièrement dans les années 2000, il y a eu une abondance de faux diplômes, notamment dans le secteur de la santé, où on avait plein d'infirmiers, plein de médecins qui avaient des diplômes étrangement, on n'était pas reconnus dans les fichiers du CUS, il faut le préciser. Ça a donné lieu à la création de plusieurs universités, de plusieurs lieux où les gens pouvaient se former, sortir médecin, sortir pharmacien et X. Monsieur Eric Fopoussi, tenez-le-vous pour dire, Godlive Monet Kotso a livré dans les années 2000 une bataille sans merci pour ces centres de santé. En 2001, Laurent Esso, qui était ministre de la Santé, a joué le même jeu. Urbain Olangenawono en 2007, André Bamafouda de 2007 jusqu'à ce qu'on ne l'enlève, s'est jeté dans cette pratique
Dans cette bataille, il a fermé, réouvert plusieurs centres de santé dits clandestins. Manaouda Malachi, l'actuel ministre, arrive plutôt avec une technique. Je vous donne 1 mois, je vous donne tel nombre de jours pour vous mettre en règle. Mais monsieur Eric Fopoussi, dites-moi, descendez dans les quartiers, allez voir, toucher sur le terrain. Et c'est là où je dis que c'est Sali Daïrou qui a tué ce pays. Sali Daïrou qui avait fait une sortie en disant n'importe quel fonctionnaire, il n'est pas interdit aux fonctionnaires de faire les affaires. Voilà là où ça nous a conduit. Voilà là où Sali Daïrou nous a conduit dans ce pays. Ça, il faut le décrier. C'est à cause de lui que vous avez des gars qui ont des entreprises au quartier. En même temps, ils sont fonctionnaires, ils ont des entreprises au quartier, ils soutiennent à leurs propres entreprises. C'est à cause de Sali Daïrou. Jusqu'à une certaine période, on ne pouvait pas. Il était interdit à un fonctionnaire d'avoir une entreprise. Il travaillait pour l'État. 1 point, 2 traits. Et c'est la raison pour laquelle Mbombok vous faisait comprendre ici que lorsqu'on disait à quelqu'un d'aller à l'ENAM, à une certaine époque, il vous disait, ah, je préfère aller à l'école normale. Il va à l'école normale plutôt qu'à l'ENAM. Mais regardez ce que les gars font. Ils savent qu'en plus d'avoir du matricule, ils auront des avantages pour sous-traiter et avoir plusieurs affaires. Donc, on a ce problème. Je connais un médecin, monsieur Eric Fopoussi. Il a l'hôpital général de Douala. Il a 8 centres de santé à Douala. 8 centres de santé à Douala. C'est un vrai homme d'affaires. Il a 3 à Dokpassi. À quoi il a 2. Il a 3 autres à Bonaberi. Et il travaille là comme ça. Et il a l'hôpital général. Il travaille là. Il tourne. Toutes les heures. Il descend. Il fait le tour. Il suit les malades. Alors vous pensez qu'un monsieur comme celui-là, je ne l'appelle pas médecin, mais un monsieur comme celui-là peut suivre avec passion, avec tact les malades? Non, arrêtons un peu ça. Lorsqu'on l'appelle que docteur, il y a un cas grave ici là à Bonaberi, il démarre la voiture, il fonce à Domari, je vais en urgence à Bonaberi. Docteur, il y a un cas d'urgence grave en Dokpassi, il démarre. Mais ça, vous savez ce type de personne qu'on va fonctionner? C'est les propres fonctionnaires du ministère de la Santé publique qui sont les hommes véreux dans ce système, il faut le dire. Oui, vous avez des jeunes filles, les petites soeurs des médecins, qui sont allées se former, comme IDE, infirmier diplômé d'État, elle sort. Elle dit, tonton, voici, je suis sorti. Papa, je suis sorti, ok, voilà. On va rédiger une demande là. Ils vont au ministère, ils connaissent ce qu'il faut faire. On signe, et il revient, il ouvre. Quand on vient contrôler, c'est le docteur. Le docteur n'est jamais passé là, qui est le tonton. C'est la fille qui est là comme médecin. C'est elle qu'on appelle docteur. Vous arrivez avec un problème dans les oreilles. Elle prend, elle dit qu'elle-même, elle a fait ORN. Elle regarde, mais attendez. Attendez, monsieur, il faut pousser. Arrêtons un peu ce jeu. C'est ce que les gens vivent dans les quartiers. Vous avez des quartiers où lorsque vous arrivez, vous trouvez que la maman est sage-femme. Elle a formé sa fille sur le tas à la maison. Les filles des sages-femmes qui posent les perfusions dans les quartiers, mais ça, il faut aller vivre. Il faut aller le vivre pour savoir ce que les gens vivent dans les quartiers. Où vous avez quelqu'un qu'on a perforé 30 fois parce qu'on cherchait la veine. À un moment, tu dis que laisse. Tu as fait les études, elle dit que non, c'est ma mère qui m'a appris. Non, c'est sur mon corps, je suis devenu ton cobaye, où tu me choques partout la peau. Oui, il faut aller voir. Oui, c'est grave. Parfois, même dans certains centres, vous entendez une infirmière dire que le type, si monsieur, vous êtes compliqué. Hein. Vous n'envoyez même pas vos veines sur le corps. Monsieur, quand on attache le garrot quand même, il y a des choses, il y a un endroit où on attache. Vous posez la question, vous dites, formez sur le tas. Mais voilà ce qu'on vit. Donc, il faut qu'on commence par assainir dans le secteur même médical. On commence par le ministère de la Santé. Manaouda nettoie à l'intérieur. Il reçoit, il va voir tous ses petits frères, ses filles au quartier, qui dans des chambres conservent des médicaments qu'elles administrent. Parce que vous avez des filles qui louent, elles mettent le matelas au sol, elles perfusent les voisins du quartier. Ça, c'est compliqué, monsieur Fopoussi. On ne peut pas l'accepter dans un pays où on veut être émergent et on passe le temps à tuer. Quelqu'un arrive, on ne vous pose pas. La première chose quand vous arrivez à l'hôpital, quels sont vos antécédents médicaux? Dans votre famille, on ne pose jamais ces questions. C'est comment? Tu as mal à la tête. Tu fais comment? J'ai les courbatures. Tu as ceci. Ah, c'est le palu. Il faut qu'on te prélève. Bon, je te prélève, elle tend le bras. Tu tends le bras. Elle tient avec la sirène. Elle rebouche, elle dit que c'est demain quand je vais aller au service, quand je vais déposer, on va faire les examens pour voir si c'est le palu. En attendant, je te mets la perfusion. Voilà. Il y a une autre maladie qui est bon. peut-être contaminée à tout. On vous dit il a la typhoïde. D'accord. En tout cas, c'est grave. Le chantier est grand. Maintenant, tout à l'heure, je l'ai dit, est-ce que quand vous évoquez ça, Charles Hamel, surtout l'exemple de ce médecin à l'hôpital général de Douala, on voit très bien que là, on n'est plus dans la configuration des médecins qui se plaignent, qui ne sont pas suffisamment payés.
On est clairement là dans une configuration tout autre des médecins hommes d'affaires qui ont décidé d'être hommes d'affaires parce que son salaire à l'hôpital général de Douala peut bien faire qu'ils vivent normalement, mais il y a cet appât du gain des personnes qui veulent devenir milliardaires et qui font tout et n'importe quoi au détriment de la déontologie. Il y a à peine une semaine, une femme s'est plainte. Elle cherchait à rencontrer un médecin. Elle avait, son frère a fait l'accident. On l'avait brisé. En fait, l'accident a brisé complètement ses os. Il fallait qu'elle rencontre un médecin qui devait s'occuper de la chirurgie et tout. On l'a envoyé à l'hôpital, elle n'a pas trouvé. On l'a envoyé à l'hôpital à Quintini, elle n'a pas trouvé. Elle a fouillé, on a dit c'est parce que tu ne connais pas. Va dans tel endroit. Je ne peux pas donner son nom ici, monsieur le Fopoussy. On dit va dans tel endroit, c'est là où il opère. Tu arrives au feu rouge là, tu fais semblant d'aller à gauche ou à droite là, tu vas là-bas, monsieur le Fopoussy. Elle arrive à trouver le médecin là. Voilà. Et directement, il a programmé. Il s'est occupé. Pendant ce temps, les malades de véritables formations sanitaires. Mais je vous dis, c'est Sali Daïrou qui a tué ce pays. C'est lui. Non, mais je veux dire. C'est lui. Je veux dire qu'il a agi sous la coupole de quelqu'un. Moi, ce que j'ai envie de dire. Coupole, monsieur le Non, ce que j'ai envie de dire, Charles. Et ce n'est même pas légaliser le drame. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut qu'on soit lucide à un moment donné. Il faut qu'on soit lucide et comprendre qu'il y a un système dans ce pays qui s'est installé et un système qui a laissé libre cours à l'impunité. Moi, ce qui me pose un réel problème, c'est que vous avez beau parler de cela, mais les gens vont trouver que ce que vous racontez là, c'est pour vous. Monsieur le Fopoussy, je vous donne un autre lieu. À la Pomme, lorsque vous prenez au niveau du carrefour, vous prenez à votre gauche, il y a la première rue, avenue 1, 2, 3, 4. Sur les 4 avenues, vous avez des médecins qui consultent et qui hospitalisent à domicile. Ils ont fait des petits blocs, ils hospitalisent à domicile. Est-ce que c'est normal? Voilà. Pour un médecin qui travaille dans une formation, il devrait vous dire, passe à l'hôpital à telle heure, je te place en priorité, tu passes en priorité, pas de t'hospitaliser à la maison et tu payes les mêmes frais d'hospitalisation comme à l'hôpital. Et ces gens-là ont déserté leur poste de travail à l'hôpital. Il faut également le signaler. C'est clandestin. On va continuer à lire ces messages en espérant que le ministre Manaouda Malachi, avec son bâton de pèlerin, réussisse à secouer la fourmilière. Mais nous sommes très très pessimistes. Quelques messages, Karine, allez-y rapidement. Oui. Marina est frivole et manque de sérieux. Je proposerai le test d'ADN. Ça, c'est Darel depuis Bamenda. Marina est très mauvaise femme et frivole. C'est Bingi de Bonabéry. Ça a cuit. Les deux hommes sont pères, vu que les deux ont fortifié le fœtus. Un enfant fortifié. Un autre message. Je pense que cette fille n'est pas sérieuse, mais Charles Amel a raison. Luc Emmanuel depuis Paris. Notre message. À l'instant, bon, les centres de santé sont bien, mais il faut être aussi chanceux. Ça dépend du personnel en charge. Ils peuvent bien vous prendre comme vous êtes, mais ils peuvent bien vous prendre comme ils vous prennent mal. Un autre, le film du Cameroun vit avec un laisser-aller, un lacisme aggravé, en complicité incestueuse avec les membres du gouvernement. Blaise de Garoua, voilà, qui nous écrit ce matin. Merci. Voilà, je ne sais pas quel calcul ces gens-là font. Est-ce qu'on paye pour entrer au CUS comme on paye pour les autres concours? C'était à une certaine époque. Aujourd'hui, vous avez l'UDM, vous avez plusieurs formations, plusieurs formations privées qui sont créées. Vous avez l'école à la Quintini qui forme. C'est tellement ouvert, monsieur Eric Fopoussy, que voilà. Il y a même les centres de santé qui forment. Voilà. Ah oui, c'est ceux-là qui sont assujettis à la formation professionnelle. Où chaque fois, en même temps, c'est un centre de santé, en même temps, ils disent en fait que c'est une salle de pratique, mais ils hospitalisent à l'intérieur. Et lorsqu'il faut faire des sorties, c'est le ministère de la Santé. D'accord, très bien. Formation professionnelle qui va libérer. Alors, donc, bon courage au ministre Manaouda Malachi, en qui on porte beaucoup d'espoir. On va tout de suite et maintenant prendre la revue des réseaux sociaux, mesdames, messieurs. Oui, monsieur Fopoussy, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va commencer par le discours du président de la République. En résumé, pour les internautes, le président, on retient que le dialogue national tant évoqué sera organisé d'ici la fin de ce mois. Ils seront conviés les parlementaires, leaders d'opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles et religieuses, membres de la diaspora, représentants des forces de sécurité
sécurité, groupes armés et les victimes. Au final, on ne parlera pas de la forme de l'État. Le Premier ministre pilotera ce dialogue sur la toile. Beaucoup de personnes se posent la question, se demandent pourquoi le président de la République parle de dialogue auquel lui-même il ne sera pas convié. Il se fait représenter par le Premier ministre. Beaucoup de personnes disent aussi avoir perdu leur temps, 30 minutes pour écouter ce discours. En tout cas, ils sont très nombreux sur la toile à avoir des avis un peu divergents. Alors, Boro Bengan, ma question sera limpide, claire et directe. Est-ce que le président Paul Biya a encore le numéro de David Abouem Achoyi? Je pense qu'il l'a effacé de son répertoire parce qu'il y a certains mots qu'il n'aime pas entendre. Monsieur Abouem Achoyi a fait deux choses qui n'entrent pas dans l'agenda, dans le fonctionnement du chef de l'État. Il a donné son avis sur la question anglophone. Deuxième chose, il a dit que le chef de l'État était responsable du comité ad hoc. Et lorsqu'on l'a nommé, le chef de l'État a fait comme s'il n'avait pas compris. Il a nommé à la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Il a encore dit que si c'est pour résoudre la question anglophone, cette commission n'a pas vocation pour. Donc le chef de l'État n'aime pas ce genre de sortie. C'est pour ça qu'il ne peut pas tenir en compte ce que le rapporteur de la commission, donc il était président en 1979, lui a fait rappeler. Également gouverneur, il était gouverneur aussi. Oui, il était gouverneur, là il était gouverneur dans les deux régions. Dans les deux régions. Mais à l'époque, en 1979, il était gouverneur de la province du Nord-Ouest. Oui. Et rapporteur de cette commission-là. Donc voilà. Le chef de l'État n'aime pas qu'on lui rappelle des choses comme ça. Donc il efface ton numéro. Alors juste peut-être pour rappeler ce qu'avait dit David Abouem Achoyi, ce qu'il appelait les 6 facettes de la question anglophone. La critique de l'État centralisé. Il estimait que l'État centralisé était un problème. 2, le transfert des centres de décision de Yaoundé, loin des populations et de leurs problèmes. 3, le non-respect des engagements relatifs à la prise en compte de manière équitable des cultures et traditions institutionnelles, juridiques, administratives, héritées des anciennes puissances administrantes, dont la France et la Grande-Bretagne. 4, le non-respect des promesses solennelles faites pendant la campagne référendaire. Et puis 5, le changement du nom de l'État, remplacement de la République unie du Cameroun par République du Cameroun. Et 6, non-respect du bilinguisme dans le secteur public, tant bien que la Constitution fasse du français et de l'anglais 2 langues officielles d'égale valeur. Donc voilà. En clair, ce que pense David Abouem Achoyi, il a toujours martelé, il a écrit longuement sur ces 6 facettes pour dire que si on résout ces 6 facettes-là, on aura résolu la crise anglophone. Oui, et c'est là où moi le discours d'hier m'a laissé ma soif. Oui. J'ai vu un président de la République qui vous dit « Je vous appelle pour un dialogue où vous allez parler de tout ». Ça veut dire que le problème anglophone est noyé dans les problèmes j'allais dire, ethniques ou des nationalités camerounaises. C'est faux, archi faux. Et elle vous dit, vous le ferez sous l'encadrement de la Constitution, c'est-à-dire, vous allez m'aider à renforcer la décentralisation que j'ai mise en place, encore que j'ai créé un ministère qui est dédié, et il n'est donc pas question que vous me parliez de fédéralisme. Donc, quand on commence là, il y a au moins 3 mauvaises choses qui vont arriver. Mauvaises choses, et ça va te dire quoi? Est-ce que les anglophones n'ont pas de tribus? Parce que il faut revenir à l'histoire en se rendant compte que lorsqu'on parle de réunification du Cameroun, c'est 2 entités distinctes qui se sont réunies. Il ne s'agit pas, lorsque les problèmes de développement, comme il a semblé le dire dans son discours, oui, c'est dans toutes les régions que ces problèmes se posent. Peut-être c'est vrai, mais il y a une spécificité. Il y a eu des référendats. Pourquoi on organisait donc ces référendats? A-t-on organisé un référendum pour diviser la province du Nord en 3?
Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire, lui, le 23 août de 1983, il décide de créer, de passer de 7 provinces à 10. Il n'y a pas eu de référendum pour ça. Mais il y a eu un référendum pour voir si nos deux Cameroun peuvent se réunir. Donc, vous ne pouvez pas poser les problèmes de la même manière. Autre chose qui... Mais bon, justement, restons sur cette question. Parce que, est-ce que le président est en train là de faire semblant de ne pas savoir que dans la politique d'équilibre régional, on peut pas mettre ensemble les anglophones sur le même pied que, par exemple, un ressortissant un Bassa ou un Betty ou un Bamileke. Ça veut dire qu'il commence sa phrase en disant qu'il a toujours été dans l'équilibre régional, mais il dit qu'il a nommé des anglophones. Voilà. Ça veut dire qu'il met sur le même pied, dans les composantes sociologiques, les tribus et une culture. Absolument, Oui. absolument. Et c'est là la confusion. Et c'est cette confusion qu'il ne faut pas mettre. Moi, je lui dirais tout de suite qu'en réalité, enlevez donc John Gouté à la primature, nommez-le au Sénat. Là, alors, on va peut-être commencer à parler. Mais vous ne pouvez pas le nommer là où il applique la définition, mais il n'est pas deuxième personnalité de l'État. C'est un problème. C'est un problème. Donc, en réalité, il y a 58 départements, lorsqu'on nomme les préfets, voilà le calcul qui est généralement fait. On a nommé 5 Betty, 3 Bassa, 2 Bamileke, 2 Mundan, plus 5 anglophones. Attendez, mais si vous allez dans ce cas, vous comptez les Betty, les Bassa, les autres, il faut compter aussi les Bakweri, les Nso, les Banyangi. Oui. Donc, Qui viennent de ces régions-là. Qui viennent de ces régions-là, à ce moment. Mais vous ne pouvez pas dire et 2 anglophones. C'est faux. Autre chose, justement, où il ne doit pas faire ça, moi, ça m'a irrité personnellement. Ça m'a irrité personnellement en ce sens que, bon, je ne vais pas parler, bien que ce soit un conflit armé, je ne vais pas parler des politiques de défense, parce que c'est un secteur réservé, mais parce que là où même on aura des choses à dire. Regardez, quand il a dit, on a donné des choses, on a développé des choses. Non, ce n'est pas possible ce qu'il a dit. Des frustrations, oui. On a même les marginalisations. Non, les anglophones sont marginalisés par les francophones. On ne peut pas nier ça. Je prends 2 cas. 1974, lorsqu'on crée une société nationale d'électricité du Cameroun, il y avait 3 entreprises ici. On n'a rien pris. On n'a rien pris de Powacam. Pourquoi un ressortissant anglophone qui était à Powacam ne pouvait pas être directeur général adjoint de la SONEL ou même directeur général de la SONEL? Je vais plus loin. Je n'ai rien contre les entreprises brassicoles, mais Guinée, c'était en zone anglophone. Pourquoi on l'a ramené ici? Parce que là, il a raison, puisqu'ils étaient administratifs. David Aboué-Machoy parle de déplacement des centres de décision vers Yaoundé, c'est vrai. Mais on a également comploté, je pèse bien mes mots, pour tuer le tissu industriel en zone anglophone. Qu'est-ce qui amène à enlever les Guinness là-bas et tout? Il y avait plein de choses. Donc, lorsque M. Aboué-Machoy nous rappelle en disant « Revenons sur les propositions de la campagne référendaire », on devait y aller. Donc, même la nomination de Paul Biya comme Premier ministre en 1975, c'est une entorse. C'est un anglophone qu'on devait nommer ministre en 75, Premier ministre en 1975. Lui-même, il nomme Bello Bouba Premier ministre en 1982. C'est une entorse. Après, il dissout pour revenir à la République du Cameroun. Non, il faut dire qu'il y a une spécificité anglophone. Il s'agit de liquider l'héritage colonial que nous avons. Lorsqu'on liquide, à l'intérieur de ce, chacun nous aurons nos diversités culturelles qu'on pourra développer comme on voudra. Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a eu justement dans cette marginalisation-là une forme de marchandise qu'on a vendue et qu'on a récupérée après? Parce qu'il faut dire aux Camerounais qui nous regardent qu'en 61, lorsqu'on décide de se mettre ensemble avec nos frères
qui ont été administrés par la Grande-Bretagne, il faut clairement dire que le contrat est clair. Il y a un président qui est francophone et un vice-président qui est anglophone. Absolument. Alors, donc, normalement, la première personnalité doit être francophone, la deuxième doit être anglophone. Absolument. Ce ne sont pas ce principe-là. Oui, donc, oui. quand on annule, lorsqu'on supprime la fédération, on ne prend pas en compte cette dimension-là. C'est clair qu'on a vendu marchandises qu'on a repris. Absolument. Ouais. Et c'est là où même la Constitution dont il nous demande d'appliquer est aussi hybride et ambiguë. Article 1er. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Mais l'avant-dernier article de la Constitution, article 68, vous renvoie aux lois et règlements qui régissent la fédération. Nous sommes donc dans quelle constitution? Donc à ce moment, si même comme nous avons procédé par des tripatouillages pour revenir à la forme de l'État que nous avons aujourd'hui, il faudrait veiller à chaque fois que la deuxième personnalité de l'État doit être un anglophone. C'est comme ça en fait. Et on commence à dire, d'abord il ne devait pas avoir d'État. Il est président de la République francophone, le président du Sénat devait être anglophone. Maintenant on regarde l'Assemblée nationale et la primature, on regarde un certain nombre de choses. La Cour suprême, on essaie de ça. C'est là s'il y a des institutions prévues. Donc ça veut dire que désormais, on doit prendre en compte l'équilibre régional qui englobe les différentes tribus qui constituent la diversité du Cameroun, oui, et l'équilibre, on pourrait dire, culturel, oui, puisque nous sommes de double culture, anglophone et francophone, qui englobe là maintenant un équilibre sur, puisqu'on dit que le français et l'anglais sont d'égale valeur, on doit donc évidemment considérer que les anglophones, l'anglophonie et la francophonie du Cameroun doivent être également d'égale valeur, sans faire de tournure un peu compliquée. Absolument, c'est d'ailleurs ça qui entre dans le discours que le président Aïdjo a prononcé le 1er octobre 61. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que l'histoire du Cameroun évolue, nous devons savoir que nous avons deux piliers, francophones et anglophones. Nous mettons les deux. Et puisque maintenant, et là je suis d'accord avec le chef de l'État, nous voulons un pays uni. Et nous ne voulons plus de guerre. Il faut donc se rappeler, ce qu'Aïdjo disait, je le cite, nous n'oublions pas que la ruse et l'injustice des hommes n'ont pas permis au Cameroun de retrouver complètement ses frontières d'antan et à tous nos frères séparés de rejoindre le foyer, la chaleur du foyer national. Oui. Fin de citation. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que quand il dit nous avons des frères qui ont même une autre nationalité, nous avons des frères qui ont ceci. D'accord, c'est pas bien, on ne peut pas leur demander de prendre des armes. Mais qu'est-ce qui les amène à prendre une nationalité? Parce que nous les avons exclus. Donc le discours aujourd'hui devrait être de ne pas être que vous avez des soutiens extérieurs qui vous permettent, qui vous amènent à prendre les armes. Non, ça devait être aux Nations Unies en leur disant, messieurs de l'ONU, vous nous avez partitionné comme ça, aidez-nous à nous retrouver, au moins à maintenir la cohésion que nous avons aujourd'hui. Maintenant, j'allais dire, Roger Milan, on le célèbre, non? Oui, très bien, ambassadeur itinérant, mais il a un passeport français. Il a participé comme d'autres Camerounais pour nous amener au quart de finale de la Coupe du Monde, 90 en Italie. Mais aujourd'hui, on va vous dire, il y a des gens qui ont double nationalité. Alors, oui, la FIFA impose que, d'accord, ça veut dire que là, on peut appliquer le droit international parce que la FIFA est supra, mais on ne va pas l'appliquer ailleurs. Et ton fils, il est camerounais, il est espagnol. Voilà. Voilà, vous voyez, donc il y a plein de choses comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos frères qui ont double nationalité? On ne va pas va-t-on les considérer comme la diaspora? Je ne suis pas sûr. Donc il y a de l'ambiguïté. Je pense que le chef de l'État n'a pas voulu faire un dialogue inclusif comme on pense. Il a sélectionné, il a donné un cadre qui malheureusement ne va pas résoudre le problème anglophone parce qu'il a confondu avec le reste des problèmes. D'accord. Alors, Chalamel, sur ce discours attendu, on va le dire des Camerounais, puisque
attendu parce que ça devait être un discours fondateur de la fin de nos problèmes avec cette crise anglophone. Mais malheureusement, on constate qu'il y a plein de choses qui ont été ignorées. Je parlais ici des propos et des propositions de David Aboué-Machoyi. Monsieur Fopoussi, ça c'était votre imaginaire des Camerounais. Vous avez laissé libre cours à votre imaginaire en disant que on va dire ça, on va dire ça, on a fait ça. Je vous avais dit hier que tous vos pronostics que vous faites là, on va vous lober. Moi, pour monsieur Fopoussi, je vois plutôt qu'on a versé de l'huile sur le feu. À mon humble avis, je vois qu'on a versé de l'huile. Et je vois ça sur 4 points. Le premier point, monsieur Fopoussi, c'est que cette sortie est en déphasage véritable avec les réalités sur le terrain. Cette sortie aurait été faite en 2016-2017, qu'elle serait rentrée en plein dans l'heure, les questions de l'heure, en 2017. Cette sortie en 2019, 3 ans plus tard, elle est tardive, je suis désolé. Elle est tardive et malvenue parce qu'il s'est contenté, le chef de l'État, de dire ce que nous connaissons déjà. On connaît qu'il a mis ci, on connaît qu'il a mis ça. Moi, je pense que ce discours n'était pas adressé aux Camerounais. Ce discours n'était pas pour les Camerounais. Ce discours était envoyé à quelqu'un d'autre, à une communauté internationale, était adressé à d'autres personnes que le Cameroun, monsieur Fopoussi. Tout à fait. Ce n'était pas pour les Camerounais, c'était adressé à d'autres personnes. Bon, ça, je l'ai pensé. Je vous crois. Voilà. Donc, parce que là, on sent 3 choses. Parce que j'ai commencé par la première, déphasage avec la réalité. Les 3 autres points, le chef de l'État a voulu consolider la base. Consolider l'ensemble des bases. Comment on va dire, comment, monsieur Fopoussi, je cherche les mots, rallier quelques soutiens. Il a voulu rallier quelques soutiens à l'international sur le plan national. Et il a voulu gagner, comment on va dire, ralentir la pression qui ne cesse de s'accroître sur le Cameroun ces dernières heures. Parce que le Cameroun ploie sous une pression. Vous ne pouvez pas dire qu'on va sur, monsieur Fopoussi, on va sur le, comment vous avez appelé, le dialogue. Parce que, excusez-moi, c'est des expressions qui se perdent. Parce que pour moi, je n'y crois pas. Jusqu'à cette période, je ne crois pas. Vous dites qu'on va aller au dialogue. Et vous dites une part qu'on va au dialogue. On a commencé par libérer les gens. Donc ça suppose que comme on a condamné Sissi Kawayou Koutabé, on va au dialogue. Comment est-ce qu'on va aller au dialogue, sachant qu'il y a une bonne frange de personnes dans cette zone anglophone? Oui, on va au dialogue. Mais vous ne vous prononcez pas sur l'un des résistants qui est dans la zone francophone, qui est Maurice Kamto. Vous ne vous prononcez pas sur la question. 3, monsieur Fopoussi, vous dites d'une diaspora, qu'une commission ira à la rencontre de cette diaspora formée de Camerounais qui ne sont plus Camerounais, mais qui collectent l'argent au nom des Camerounais. Mais quand on regarde ce gouvernement, il y a des Camerounais dans ce gouvernement. On a sorti, il y a presque 2 ou 3 ans, ou quelques mois, on a sorti une liste de tous ces ministres qui étaient. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de dichotomie, on ne parvient pas à se retrouver dans ce discours qui a été donné, un déphasage véritable. Rappelons-nous, monsieur Fopoussi, que après cette semaine qui avait été passée avec 3 membres, notamment le chef de l'État, il était Premier ministre, Aboué-Machoyi et Dorothy Ndjema, ils ont fait une semaine, jamais, le rapporteur n'a jamais, on n'a rien à filtrer des conclusions des rapports qu'ils avaient fait. Aboué-Machoyi a sorti en 1961, avant 1961, lorsqu'il était gouverneur, il a sorti une succession d'articles proposant, en plus de ces facettes, proposant des idées pour sortir de cette hyper centralisation. Ça a toujours été le mot. Je m'attendais que le chef de l'État arrive en disant, ok, allons sur de nouvelles bases. Repensons, beaucoup d'eau ont coulé sur les ponts, ou prenons même cette phrase de Dorothy Ndjema qui avait dit, nous ne bâtissons pas seulement une jeunesse, mais aussi un peuple, une philosophie, un système, une nation, mieux toute une génération. Elle était alors vice-ministre de l'Éducation nationale, monsieur Fopoussi. Donc j'estime qu'à un moment donné, on joue un peu avec le peuple. Le chef de l'État s'est prononcé, non pas pour les Camerounais, mais pour l'étranger. Je rappelle que mardi prochain s'ouvre à l'ONU une session de l'Assemblée générale, la 74e. Si on fait les parallèles, allons jusqu'au bout. Et une minute, peut-être une petite seconde. Il faut dire également clairement que le chef de l'État a pu faire cause pour son ministre de l'administration territoriale. Parce qu'il y a eu un débat lorsque le Premier ministre était descendu, que de là, non, là il vous dit donc que il y aura un dialogue, mais on ne discutera pas de la forme de l'État. Mais comment il le prend? Mais c'est le Premier ministre qui a une orientation contraire qui va diriger. C'est comme si
vous avez deux entraîneurs qui veulent diriger une équipe. Une vous dit, moi je n'ai pas peur d'encaisser, puisque je suis sûr que je vais marquer plus que mon adversaire. Ça veut dire qu'il est dans la tactique offensive. Et l'autre vous dit non, moi je suis dans la tactique défensive. Moi je ne veux pas encaisser de but. Si vous prenez donc l'option de ne pas trop encaisser de but, vous prenez cet entraîneur-là qui vous propose cette option. Mais vous n'allez pas prendre cet entraîneur qui vous dit « je n'ai pas peur d'encaisser le but ». Donc c'est ce que je vois là. Oui, on va revenir à vous. Dominique Audrey, vous avez la parole. Oui, puisque justement, je reste à ce que vous disiez par rapport à l'ONU. Le discours que moi j'ai entendu, c'est un discours qui était également adressé à ces personnes qui vont se rassembler là pour leur dire qu'en fait, nous sommes en train de prendre les mesures pour que ce problème soit réglé, ne vous inquiétez pas. Et comme la réunion va se tenir la semaine prochaine, on nous envoie à la fin du mois, c'est vrai que pour moi, j'ai trouvé qu'à la fin du mois, ce n'est pas une date. Pour un problème qu'on traîne depuis quasiment 3 ans, on n'a pas besoin d'attendre aussi longtemps. On dit que tout le monde va participer, comment ça va se passer? On va envoyer les gens prendre avec des boîtes à suggestions, on va nous demander de rédiger ce qu'on veut, et on va remettre dans des boîtes. Qu'est-ce qui va être fait? Il a parlé, moi j'ai eu l'impression d'écouter un filet de reportage d'une certaine chaîne. Parce qu'on sait comment ces chaînes-là font les reportages, ce qu'ils disent sur les antennes par rapport aux différentes situations. J'ai eu l'impression d'écouter ces journaux-là. Il a parlé de la bonne gouvernance, de tous ces défis, de ce qu'il devait faire, de la lutte contre la corruption. Tous les jours, on arrête les gens. Tous les jours, on mène les mêmes personnes qui font le même travail. Rien n'est fait. Moi, j'ai été narguée. Tous les jours, on vole. Et qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là? Rien du tout. Que fait-on de l'argent qu'on a retrouvé? Je n'en sais rien. Il a parlé d'une commission qu'on a créée qui était censée rassembler présenter les frustrations des populations qui viennent du Nozo. Et oui, du Nozo. Où est cette commission-là sur le terrain? Que fait cette commission? Moi, j'en sais rien. De quelle manière cette commission-là promeut l'anglais et le français? Je ne sais pas si on descend dans la rue, on demande à un mototaximan, par exemple, qu'a fait la commission du multiculturalisme et du bilinguisme pour vous? Je ne suis pas sûre que la personne dira quelque chose. Donc pour moi, honnêtement et humblement, je vous dis, ce discours a été vaseux et vide et je n'attends rien de bon. Sauf si ma surprise sera effectivement qu'il y ait un dialogue. D'accord. On va rapidement, on va s'arrêter là, hein, Chalamel, pour ce sujet. On va s'arrêter là. Il y a beaucoup à dire. On a toute la semaine, on a encore demain et vendredi pour continuer à éplucher les aspects principiels de ce discours-là. Et on prendra au mot le chef de l'État sur les résultats, puisqu'il estime que c'est ça qui va nous permettre d'aller aux résultats. Nous allons juger sur pièce et voir si, évidemment, ce dialogue-là national résout la crise anglophone. Donc, on va s'arrêter là pour ce matin. On va terminer cette revue des réseaux sociaux, Karine. Le ministre de la Santé a signé un communiqué le 2 septembre dernier invitant les populations à adhérer à une campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus du 27 novembre au 1er décembre. Le vaccin concernera principalement les jeunes filles âgées de 9 ans sur l'étendue du territoire, mais seulement les professionnels de la santé trouvent cette mesure cosmétique dans le sens où ce vaccin n'est qu'une première dose et qu'il y a une deuxième dose qui est nécessaire mais qui est payante et les populations ne sont pas au courant qu'elles devront débourser de l'argent pour payer cette deuxième dose de vaccin qui coûte très cher. Alors, bon, Begane, sur cette affaire. Oui, c'est justement, ça ressemble à une politique d'assassinat collectif ou alors à une politique d'embuscade. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas, nous parlait tout à l'heure de ce ministre Malachi, j'aime citer ce nom biblique, c'est le nom de l'Ancien Testament. Là. Donc, pourquoi ne peut-il pas informer les populations pour que d'ici la date, les gens soient formés et peut-être mobiliser les fonds pour. Il sait très bien qu'une seule dose ne suffit pas. Il faudra prendre les 2 doses pour que la jeune fille se trouve être vaccinée. Donc, vous prenez une seule dose, vous ne serez pas vacciné. Et comme la deuxième dose coûte de l'argent, qu'on le dise, ou alors qu'on demande à une mobilisation nationale. On sait comment nos sœurs, nos mamans souffrent du cancer du col de l'utérus. Donc, peut-être même là, voilà une chose qui pouvait amener à la mobilisation pas nationale pour aider le gouvernement à
parfaire. C'est un programme qui, de mon point de vue, est un bon programme. Tout à fait. Chalamel, un mot là-dessus. C'est vrai qu'il y a une réelle polémique, mais on souhaite dans cette émission se mettre au-dessus de la mêlée pour ne pas laisser libre cours aux spéculations de complotisme international qui viserait à rendre stériles nos jeunes femmes, nos jeunes filles qui ont 9 ans maintenant pour comment dire, ralentir la croissance démographique de l'Afrique. Monsieur Rifobousi, la première dose empêche quoi? Rien. Voilà. Pourquoi on la prend donc? Parce que si vous prenez la première dose et juste qu'elle va juste préparer l'organisme à recevoir la deuxième dose pour éviter des allergies, parce qu'on a souvent vu dans certains vaccins, la dose est tellement forte, la dose composée est tellement forte qu'on administre d'abord la première pour préparer l'organisme à supporter le choc. Si ce n'est que ça, ça ne sert à rien qu'on administre cela aux jeunes filles. Ça ne sert à rien parce que lorsqu'on va un peu fouiller, qu'on vous dise que ça coûte plus de 100 000, monsieur Rifobousi, que la deuxième dose coûte plus de 100 000 et que vous allez prendre gratuitement la première dose, c'est vous mettre dans un certain état et vous demander, est-ce que, parce que vous avez pris cette dose, est-ce que je ne suis pas dans l'obligation absolument de prendre la deuxième? Si déjà on a des difficultés en cette période à inscrire les enfants, à acheter les fournitures scolaires aux enfants, à régler les charges fixes des maisons, à se préparer, à se prendre soi-même en charge, c'est 100 000 francs qu'on va garder, c'est plus de 100 000 francs dans tous les cas, qu'on va aller trouver pour pouvoir donner une deuxième dose. Si alors on est dans des foyers où vous avez des gens qui ont 5 filles, 7 filles, et qui prennent 7 francs de ça fait 700 000 poussières, il y a des familles qui n'ont que des filles. Ils vont faire comment? J'estime, monsieur Rifobousi, que on comprend que le docteur Manaouda Malachi veut bien faire, mais à un moment donné, mieux vaudrait se taire. Oui. Mieux vaudrait se taire, ne rien faire et observer. Ou alors tout simplement sortir et dire, oui, voilà la possibilité, mais sachez que la deuxième dose coûte tant. De manière individuelle, on s'engage à le faire. Donc, justement, on veut nous amener dans un faux débat. Non, ce vaccin n'amène pas les filles à la stérilité. Donc, c'est pas ça le débat. Quand on va nous orienter là, on va commencer. Non. Oui, amenez-nous vers le vrai débat. Oui. Les 2 doses, il faut les prendre automatiquement pour que nos filles se trouvent protégées. Ça coûte tant. Voilà. Et ça ne va pas rendre nos filles stériles. En tout cas, ce qui est désolant, c'est que dans ce discours malheureux, c'est ça en fait le problème. C'est que on nous éloigne des mauvais sujets, on nous éloigne de cela et je suis certain que cette rumeur qui a été plantée sur la toile vient de personnes qui veulent justement dire « Oh, vous voyez, on a proposé un vaccin, les Camerounais disent que c'est mauvais. » Alors que ce n'est pas là la vraie question, malheureusement. Et il faut dire que d'après nos recherches, ce vaccin, c'est même 3 doses. Oui. Donc, ce n'est pas 2 seulement. Oui, mais en tout cas, à 2 doses, c'est déjà bon. Oui, si 3 doses, c'est pour être sûr. Oui. Pour moi, l'initiative est bonne. Mais maintenant, c'est la manière dont on implémente ça qui est différente. S'il tient à ce que les parents fassent vacciner les enfants, qu'il trouve un moyen de réduire le prix de 100 000 francs en disant aux parents que, ok, ça coûte plus de 100 000 francs, l'État va subventionner tel montant et vous n'aurez qu'à débourser peut-être 25 000 et 10 000 francs. Auquel cas, personne ne pourra le faire. Moi, je ne peux pas. Ces vaccins même étaient prévus pour quel pays? C'est arrivé en sudose, on a pensé au Cameroun. Parce que franchement, je vous assure, ce vaccin était prévu pour quel pays? C'est arrivé là-bas en sudose, on a dit bon, on pense au Cameroun. On peut envoyer. Non, je vous assure, parce qu'il faut réfléchir. Moi, je suis désormais prudent avec ces ambitions. Je suis très prudent. Depuis les histoires, on est venu injecter des vaccins, le sida, le sida aux jeunes filles, d'ici là, en disant que c'était un test. Non, monsieur. C'est vrai ça quand même. Il y a quand même entretien des rumeurs. C'est ça justement le sentiment anti-vaccin. Hein. Il faut mettre des points d'interrogation. Il faut aller de la source jusqu'à. Parce que là, on peut pas dire, on peut pas dire qu'on vient pas. On n'a pas certains vaccins depuis. On n'a pas certains vaccins. On a décrié si le vaccin de la rappelé le vaccin. On vous dit qu'on fait gratuitement. Alors que l'obligation, c'est d'avoir la deuxième dose de monsieur Rifobousi. D'accord. Quand on t'injecte comme ça, là, toi pour avoir 130 000 ou combien pour venir prendre la deuxième dose. D'accord. Très bien. Merci infiniment, Karine Sontia, pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite basculer sur interpellation de ce matin, madame, monsieur. On va regarder l'élément interpellation. Le téléspectateur ou le compatriote va s'exprimer avec la caméra de Cédric
Chouna, et ensuite petit commentaire sur le plateau. À tout de suite. Mon idée par rapport au progrès et au développement de notre pays, bon, je me dis que si nous ne progressons pas, c'est à cause des lois que nous établissons et nous n'arrivons pas à les appliquer. Si réellement nous établissons des lois et que nous arrivons à les appliquer, je me dis que nous pourrons progresser vers l'avant sans problème. Parce que quand on essaie de regarder du côté c'est un premier point. Et comme un deuxième point, je me dis aussi que bon, avec tous les pillages que nous avons dans différentes frontières, les frontières des différents centres, littoral, le centre, ainsi de suite, l'ouest, si nous essayons un peu de répartir un peu ces différents péages-là, on essaie de concentrer dans différents centres. Souvent un peu, les péages du centre se déversent au centre. Les péages du littoral se déversent au littoral et les péages du centre, c'est au centre. On essaie de répartir le nord, ainsi de suite. Debout, je me dis que bon, on aurait le progrès, il y aurait du progrès. Parce que ça ne sert à rien qu'on porte tout son concentre ça dans un seul secteur, ça ne peut pas fonctionner. On voit que ce jeune compatriote est très inspiré. Oui, bon, Bengan, allez-y. Oui. Voilà. Je pense que c'est hier qu'on parlait des fonds d'affectation. Tout à fait, oui. Peut-être que c'est une formule qu'on pourrait appliquer au fonds routier. En leur disant que, bon, comme vous collectez là, que l'argent serve justement à chaque région. Chaque région, c'est pas une mauvaise idée. Très bien. Merci. On va tout de suite prendre leader céramique. On regarde ceci et ensuite que d'acheter les carreaux aujourd'hui et réacheter demain. Vaudrait mieux acheter les carreaux pour une longue durée. Et où les avoir? C'est bel et bien dans les agences de leaders céramiques qui vous seront présentées dans quelques instants. Nous sommes du côté bien sûr d'Aqua à la rue Mermoz, derrière le magasin 1001 tapis. Du côté bien sûr de Yaoundé, nous sommes à Essas, derrière Élise Bar. Du côté de Bafoussam, nous sommes en face de la poste Ndjenoum. Et ceux qui ont besoin de passer des commandes, que ce soit pour des grosses commandes, que ce soit pour des représentations, c'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent vos carreaux. N'attendez pas la fin de la promotion. Vous savez très bien que le concept Salaka est un véritable turbo commercial. Quand on a démarré la vente, ça va très très vite. Et ceux qui nous regardent en ce moment, c'est l'occasion plus que jamais d'aller dans les agences de leaders céramiques et acheter les vrais carreaux italiens. Ah ben oui, les carreaux de qualité supérieure, arrosés bien sûr de plusieurs années de garantie. La qualité est rien que la qualité. Et avec la permission de la réalisation, nous allons tout de suite vous présenter en direct dans cette émission des carreaux qui vous sont vendus du côté de Leader Céramique avec bien sûr le concours de la réalisation. On a donc dans cette émission ce matin sur ce plateau, voilà donc des carreaux italiens, des carreaux pour le sol, des carreaux pour le mur. Voilà, merci donc à la réalisation. Je commencerai déjà par ce carreau. C'est un carreau pour le mur. Regardez comment il est. Il est d'une dimension de 20 par 40. C'est un carreau de qualité supérieure. Et derrière ce carreau, vous allez voir estampillé Made in Italy. C'est ça la particularité. Ce carreau, il coûtait avant 8500 francs. Mais pour tous ceux qui vont venir dans nos agences d'Aqua, de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, vous l'achèterez à moins de 8500 francs. Notamment, vous aurez droit à 35% de réduction sur ce carreau. Voilà notre modèle de carreau pour le mur, toujours du côté de Leader Céramique. Ce carreau que vous avez présenté tout à l'heure vous sera vendu à moins de 8500 francs. On va appliquer une réduction de 35% sur les carreaux du mur. Quand on fait les calculs, 8500 moins 35%, ça donne 5500 francs. Et ceux qui vont commander encore en quantité, vous les aurez à moins de 5500 du côté bien sûr de Leader Céramique. Nous restons toujours dans les carreaux pour le mur pour attirer l'attention de nos téléspectateurs chez Leader Céramique. Quand vous arrivez, il y a d'abord une équipe qui vous accueille. Il y a le conseil. On vous oriente selon vos besoins. Si c'est les carreaux pour les murs intérieurs, on vous les donne. Les carreaux pour les murs extérieurs, on vous les donne. Mais retenez tout simplement que chez nous, vous avez droit à une réduction qui va de 20 à 35%. À côté, bien sûr, des carreaux pour le mur, on a également ces carreaux. Oh là là là. Regardez bien sûr le design. Regardez bien sûr la qualité. C'est les carreaux italiens. Là, c'est un carreau pour le sol d'une dimension de 20 par 20. Il coûtait avant 8500 francs. Mais
comme nous sommes en pleine promotion, on a parlé de réduction. Vous aurez droit à 35% de remise sur ce carreau pour le sol du côté bien sûr de Leader Céramique. C'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de courir dans nos agences et de bénéficier des vrais carreaux italiens, des vrais carreaux de qualité supérieure vendus dans nos agences de Yaoundé, de Douala et de Bafoussam. À côté, bien sûr, des carreaux pour le sol et des carreaux pour le mur, on a également des peintures. Alors là, c'est la totale. Des peintures d'origine italienne ont également des remises exceptionnelles. 20 à 35% de remise sur les peintures du côté de Leader Céramique. Donc, mototeye sengalema tatan, wapulate karo yabouam, wapulate karo idodi, alande au Leader Céramique. N'achetez plus n'importe quel carreau. Évitez d'acheter le vrac. Commandez dès à présent, le stock il est très limité, vente en gros et en détail dans nos agences de Douala et de Yaoundé, Okay. 20 à 35% de remise chez Leader Céramique. Merci Consti, c'est compris. Hein. Message reçu 5 sur 5, l'expression consacrée. On va sortir avec quelques messages, Karine, rapidement. Le discours d'hier est malicieux car c'est ce jour, il faut détendre l'atmosphère avant le dialogue. Il veut nous distraire et condamner le 8 octobre, le 8 novembre, je pense, le 8 octobre, en solo, Jean de Yaoundé qui écrit ce matin. Un autre. Je rappelle qu'on va compter les jours. On est à jour J-19 jours pour le 30 septembre. Et c'est au soir du 30 septembre qu'on saura si oui ou non il y a eu ce dialogue. Ce dialogue-là. Oui, beaucoup parlent de tripartite. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Quand vous parcourez le Petit Robert, à la page 416, il définit le rendez-vous comme étant une rencontre concertée entre une ou plusieurs personnes portant sur une date, un lieu, une heure. Monsieur Eric Fopoussi. Quand vous dites que vous avez entendu ça, je dis, je vous le dis, monsieur Eric Fopoussi, ça c'est à page 416, le Petit Robert, c'est important. Vous ne pouvez pas donner rendez-vous. Je vous félicite. Non, merci. Mais vous ne pouvez pas parler d'un rendez-vous, vous ne donnez pas de date, vous ne donnez pas de lieu, vous ne donnez pas de rendez-vous, mais vous dites que ce sera telle personne qui va conduire. Monsieur Eric Fopoussi, quand même. Non, mais il a quand même dit que c'est avant la fin de ce mois. C'est justement ce qu'il dit, que la fin du mois, c'est pas une date. Pour vous, c'est vague? Inférieur ou égal. Pour moi, je vois ça en inférieur ou égal, ça s'appelle le 30. Sensiblement égal. Sensiblement égal. Sensiblement égal. Disons que c'est le 30. Pour quitter derrière les problèmes. Hein? Bien sûr, disons-nous que c'est le 30. Quand est-ce que cela aura été préparé? Même le 1er octobre, c'est toujours la fin de mois. Parce que vous savez, monsieur Eric Fopoussi, quand est-ce que cela aura été préparé pour faire ce type de dialogue? Il faut qu'on ait pris le temps de discuter, de rencontrer X et Y. À moins qu'il aurait dû nous dire que les multiples commissions qu'il a envoyées, les multiples rapports qu'il a adressés, il a fait la synthèse de ça, il sait qui ou Y appelait. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit avec les groupes armés? Voilà les groupes armés. Non, peut-être qu'ils ont accepté. Les victimes. D'accord, très bien. Merci, on va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. Passez une très très belle journée hein, sur Equinox Télévision. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.